Bonsoir à tous et bienvenue dans Café des Hommes, 7e émission. Aujourd'hui nous sommes avec Radu Staonescu de la chaîne Radu Staonescu sur YouTube. Il nous fait le plaisir de venir parler d'actualité et de philosophie avec nous. Alors l'actualité, on va principalement parler de l'affaire de la Ligue du LOL, parce qu'on nous a beaucoup demandé notre opinion sur le sujet. On va parler aussi de la condamnation, de la perspective d'une condamnation de l'antisionisme en France. Et on parlera un peu plus tard de Nietzsche, de Schopenhauer, de toutes ces idoles philosophiques masculinistes, peut-être un peu trop appréciées par la sphère mascu. Mais déjà pour commencer, Radu Staonescu, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer... Tu es tout récemment arrivé dans la sphère pilule rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens et ce que tu essaies de faire ? Bien, bonsoir. Merci donc de l'invitation. Merci de m'avoir invité dans le Café des Hommes. Et alors, je suis arrivé dans le masculinisme par le détour en fait de la lutte, en tout cas du désir de comprendre les problèmes qu'on pouvait avoir avec l'islamisme radical. En fait, parce que je suis philosophe de formation. J'ai obtenu un DEA à Paris 4, Panthéon-Sorbonne, en fait. Et ensuite, j'avais même commencé un doctorat sur ce sujet-là. Et mon parcours, c'était, voilà, j'ai essayé de comprendre les problèmes que pouvait poser l'islamisme radical. Et j'en suis arrivé à la conclusion que les problèmes étaient anthropologiques, pas politiques, c'est-à-dire que c'était des choses qui avaient à voir beaucoup avec les relations hommes-femmes, puisque finalement les sujets qui revenaient sans cesse, c'était la burqa, c'était le voile, c'était le problème lié à la polygamie éventuelle, etc. Donc c'était des problèmes d'ordre anthropologique plutôt que d'ordre politique ou même religieux. C'était plutôt la structuration de la famille. Et c'est par ce détour-là que je suis arrivé en fait à m'intéresser aux questions hommes-femmes plus en détail. Et aujourd'hui, je crois que les éventuels soucis qu'il y a avec l'islamisme radical sont un sous-problème de la guerre des sexes, en fait. Je pense que ça c'est donc je vois tout le travail que j'avais fait, parce que j'ai été pendant 3 ans rédacteur à Riposte Laïque, et donc tout le travail que j'avais fait à l'époque, maintenant je le mets en perspective, je le vois à partir de la guerre des sexes. Oui, je tiens à souligner l'incroyable qualité de tes vidéos, franchement c'est impressionnant. Et les références aussi, tu arrives avec des références un peu nouvelles, tu parles d'opéra, tu parles de séries télé, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc une voix un petit peu différente dans le masculinisme, on a toujours un petit peu les mêmes références, c'est vrai. Et on sent le gros bagage philosophique derrière. Donc en plus, on se cultive devant les vidéos de Radu. Donc j'invite tout le monde à aller faire un tour sur sa chaîne. Merci. Je continue la présentation. Ah ouais, continue, bien sûr. Oui. Donc voilà, j'ai 40 ans, j'ai connu le communisme, je suis venu en Roumanie à 11 ans, donc voilà, j'ai aussi une petite expérience de ce que c'est que vraiment vivre sous une dictature, et c'est le moteur principal, en fait c'est la motivation principale pour laquelle je me suis lancé dans ce que je fais aujourd'hui, et ce que j'avais fait même il y a une dizaine d'années, donc à Riposte Laïque. C'était une sensibilité particulière en fait au totalitarisme, au lavage de cerveau, au délit d'opinion, enfin bref, des choses qui m'ont choqué, enfin on va en parler aujourd'hui d'ailleurs aussi, je pense que ça va être un des sujets, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui m'a fait m'intéresser à tous ces problèmes-là, et c'est pourquoi d'ailleurs, et aujourd'hui, aujourd'hui je me suis lancé dans la création de contenu à temps complet. En fait, voilà, j'ai pris une année sabbatique pour essayer de créer un contenu de qualité, et éventuellement d'arriver à en vivre à terme, en fait. C'est-à-dire que mon objectif, il est très clair, j'offre quelque chose, et si cela plaît, eh bien, si j'en trouve intérêt à continuer à m'écouter, je serais ravi qu'ils me soutiennent et qu'ils pérennisent ce que je fais. Mais c'est un pari de ma part, et voilà, d'essayer de faire cela à temps plein. Bon, alors je sais que Moss l'a déjà dit, mais c'était, voilà, je suis joueur d'échecs aussi. Alors, j'ai été professeur en fait de philosophie, d'échecs,
et de français. Voilà. J'ai vu les parties d'échecs en direct, je joue pas aux échecs avec toi. Jamais, c'est mort. C'est insupportable à regarder, quoi. C'est de la destruction à la chaîne, quoi. Voilà, pour me vanter, j'ai été 2 fois sur le podium de championnat de France quand j'étais junior. J'étais 2 fois 3e de France. Voilà. Mais je suis un ancien jeune espoir. Comme j'ai fait aussi de la philo, etc., je n'ai pas fait que des échecs. C'est resté à un niveau qui n'est pas... je veux dire, je ne suis pas au niveau, pour ceux qui connaissent, je ne suis pas un maître international, je ne suis pas maître FIDE. Je suis arrivé mon plus haut classement pour ceux qui connaissent les échecs. Donc c'était quelque chose comme 2225 Hello. Point Hello. C'est pas mal. Je dois être moi, je dois être 7 milliardième à peu près. Bon, ce classement-là, en plus, bon, à l'époque, il valait encore plus que ce qu'il vaut aujourd'hui parce qu'il y a une sorte d'inflation, enfin peu importe. Mais ça correspond à un niveau de maître national, même si le titre n'existe plus vraiment aujourd'hui. Mais il y avait un titre dans le temps qui était maître national. Voilà, je ne suis pas maître international, mais je suis maître. On peut dire que je suis maître. Voilà, pour mon parcours. Bon. Eh bien, très bien, merci pour cette introduction. J'espère que ça va donner envie aux gens de découvrir ta chaîne. Et aussi, n'hésitez pas, je crois que tu as un compte Patreon, c'est ça, pour récupérer des financements, et un compte Tipeee. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez probablement trouvé des informations sur la chaîne de Radu Staonescu directement. Donc, les sujets d'actualité. Alors, le premier qu'on va aborder, c'est la Ligue du LoL. Alors, ce titre pourrait prêter à sourire, mais en fait, c'est plus intéressant que ce qu'on pourrait croire à première vue. Je vais essayer de vous résumer brièvement l'affaire. Une trentaine de journalistes ont été éclaboussés par leur passé de troll sur Twitter et sur Facebook. Les faits remontent au début des années 2010. Plusieurs journalistes se sont dit victimes de campagnes de harcèlement et de blagues disgracieuses sous toutes les formes possibles, mèmes, photomontages, attaques personnelles, racistes, sexistes, grossophobes, homophobes ou un peu de tout ça à la fois. Ce qui pourrait à première vue ressembler à une charge journalistique de routine contre le forum JVC 1825 est en fait plus complexe que ça, et surtout parce que ce sont des journalistes qui sont les coupables. Plus piquant encore, ces mêmes journalistes sont toujours en poste à des niveaux hiérarchiques plus ou moins élevés et sont les premiers à nous étouffer de leur morale bien pensante. D'habitude, on a assisté à des mea culpa, des excuses plates, mettant tout sur le compte de la jeunesse, de l'ignorance, du « on savait pas, on se rendait pas compte », comme des gens qui vous diraient que s'ils ont fait un truc, c'était pour essayer, juste pour voir. J'ai testé des drogues, hein, mais c'était pour le délire, tu vois, rien d'autre. En vérité, les journalistes qui se sont impliqués dans l'affaire Ligue du LoL ne sont pas plus désolés que ça, ils n'en ont rien à faire, ils font ce qu'ils veulent après tout, ils ont juste été pris les doigts dans le pot de confiture au mauvais moment, c'est triste, mais ça arrive. Ce qui est intéressant au-delà de l'affaire, c'est la réaction des journalistes. Se sont-ils précipités pour faire un examen de conscience et d'autocritique complet, une analyse profonde du milieu des médias qui est profondément perverti à bien des égards alors même qu'il s'érige en parangon de vertu? Eh bien non, pas du tout. Ils ont préféré attribuer leur propre perversion à d'autres, et notamment, étonnamment, à la culture des boys clubs. Alors les boys clubs, vous les connaissez peut-être, ce sont tous ces groupes où des hommes vont se retrouver entre eux pour échanger, discuter, parler, éventuellement faire des activités, que ce soit sportives ou autres. Et apparemment, ici serait tout le problème de la Ligue du LoL. Le problème de la Ligue du LoL, ce serait pas un problème de journalistes qui n'arriveraient pas à mettre leur morale au même niveau que leurs actions, ce serait plutôt un problème d'une culture pervertie de mecs qui se rencontrent entre eux. Et bien voilà, je crois que messieurs, nous allons devoir en discuter un petit peu. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'affaire de la Ligue du LoL, Ralph? D'abord sur la question Boys Club, c'est un faux débat parce qu'il y avait des filles hein, dans la Ligue du LoL, dont une qui a été interviewée dans Vice récemment. Et pour ce qui est du mea culpa et tout ça, bon, ils sont quand même ils ont la meute au cul, c'est-à-dire que la plupart se sont fait virer de leur boulot apparemment. Je sais pas s'ils rebondiront ou bon, parce que c'est quand même un petit milieu. Et comme tu l'as dit, ce qui fait l'originalité de l'affaire, c'est qu'on a affaire à des journalistes ultra mainstream qui bossent pour Vice, qui bossent pour JQ, qui bossent pour 20 minutes, notamment l'administrateur du groupe qui s'appelle toujours Vincent Glad, qui s'appelait parce que le groupe n'existe plus. Et voilà pour le contexte. Alors après, si vous avez quelque chose à en dire.
Martial, peut-être. Pas grand-chose à en dire, c'est quand même une montagne qui accouche d'une souris, un grand scandale autour d'un truc qui est juste 30 mecs qui s'échangent des mèmes et des lol sur Twitter, quoi. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Bien entendu, ça démontre toute l'hypocrisie d'un certain journalisme, bien entendu. Ça démontre aussi la fragilité d'un certain nombre de gens qui se sont dit harcelés au motif qu'il y a eu 3 mèmes sur eux, quoi. Ces gens-là, il faut jamais qu'ils foutent les pieds sur le 18-25, quoi. Jamais, ils vont mourir. Et au-delà de ça, ouais, cette histoire des boys clubs, c'est absolument ridicule. C'est-à-dire comme s'il fallait empêcher les gens de se réunir, quoi. C'est complètement débile. Vas-y, Raph. En arrière-fond de tout ça, c'est toujours la même question qui se pose, hein, en fait. C'est le désir de contrôler Internet et le projet de la fin de l'anonymat sur Internet. Alors, il y en a qui peuvent trouver que c'est quelque chose de bon, que les gens finalement assument leurs propos. Faut pas oublier quand même que le trollage sur Internet, je crois que ça a fait beaucoup plus pour modifier l'opinion publique, notamment chez les jeunes, que tous les essais possibles inimaginables. C'est une technique de propagande bougrement efficace. Et le pouvoir n'en veut plus. Voilà. Et cette histoire vient raviver cette question. En fait, c'est toujours cette même question qui revient. La fin de l'anonymat sur Internet. Vas-y, Radou. Oui, je pense que s'il s'attaque au boys club et si ça revient, c'est venu sur le tapis comme ça, alors qu'effectivement il y a des femmes ou des filles en tout cas qui ont participé à cette bande de harceleurs, on va dire, c'est parce que je crois qu'il y a quand même en arrière-fond une volonté, enfin c'est un prétexte pour essayer de détruire l'idée que les hommes ont le droit de se rassembler et de parler entre eux de leurs problèmes, en fait. Je pense que c'est l'agenda plus ou moins inconscient féministe, on ne supporte pas l'idée que les hommes puissent tout simplement se rassembler entre eux, comme on le fait là, par exemple, en tout cas, pour parler entre eux sans qu'il y ait une présence féminine qui leur dise attention, non, t'as pas le droit de dire ça, attention, c'est dangereux ce que tu dis, enfin, c'est ça, et ça, c'est un danger à mon avis un danger en tout cas, c'est perçu comme un danger. Parce que si on échange des informations entre hommes comme nous le faisons maintenant, enfin si on éclaire d'autres hommes, si on leur passe la pilule rouge, eh ben ça va bien sûr mettre à mal les demoiselles et leurs projets aussi. Oui, Martial ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant que on a vu au cours des dernières décennies une disparition progressive, effectivement, de tous les cercles de sociabilité purement masculins dans la vie courante. Il n'y a plus de cercle, plus personne ne va au bistrot, plus personne ne fait l'armée, à part quelques rares loges maçonniques, des boys clubs, en réalité, ça n'existe pas dans la vraie vie. On vit dans une dictature de la mixité, c'est-à-dire qu'on peut même plus aller faire du jiu-jitsu brésilien ou de la boxe sans qu'il y ait une gonzesse qui soit là. C'est la dictature totale de la mixité, ouais. Il n'y a plus de boys club, ouais. Je peux vous raconter que, par exemple, dans le milieu des échecs, c'est très drôle, c'est qu'il y a en France, c'est une obligation à partir de la 3e division d'avoir une joueuse féminine dans l'équipe. En fait, donc c'est obligé. Et si l'équipe n'a pas de joueuse féminine, en fait, il y a une pénalité très forte. Donc, en fait, t'as vraiment des situations super absurdes où, en fait, t'as des équipes qui ne trouvent pas de joueuses féminines parce que tout simplement, il n'y en a pas. Et alors, à la dernière minute, ils prennent une licence pour la femme du mec qui sait à peine jouer, mais juste parce que, en fait, il vaut mieux qu'il y ait une femme qui soit assise devant un échiquier, même si elle vient d'apprendre à jouer, plutôt qu'il y ait un forfait qui va coûter moins 1 point, en fait. Je crois alors que la défaite pure et simple, c'est 0, c'est pas moins 1. Donc, tu as des situations super absurdes à cause de ça, donc de cette obligation de mixité. Et pour revenir plus Ligue du LoL, on a quand même des mecs qui vivaient dans la duplicité totale, quoi, dans la schizophrénie totale, et puis quand ils rentraient chez eux, ils lâchaient la pression, parce qu'ils vivent dans un univers de social justice warrior fanatique. Et justement, je crois que la réaction masculine à ce genre d'univers
à ce genre d'univers où la pensée est très contrôlée, ça va pas être la chouinerie, ça va plutôt être ça va plutôt être le défoulement ou ce genre de choses. C'est peut-être cet aspect-là qui a fait scandale, quoi. Je ne sais pas. Ouais. Bah, en fait, je crois qu'on va plus ou moins en reparler en partie aussi sur la partie où on va parler de Nietzsche et tout ça. Mais je vais me permettre quand même d'élever un tout petit peu philosophiquement parlant la discussion. Je pense comment il se la raconte. Ouais. Je pense que si tu veux, il y a un moment en fait où il y a un point de rupture entre quand les idéaux sont trop éloignés de la réalité, il est impossible de les suivre. Et donc il y a un point de rupture qui fait que ça conduit forcément à la schizophrénie. Il est impossible de maintenir à la fois les idéaux et la réalité. C'est toute ma théorie, c'est de dire que quand il y a un trop grand écart entre le moi et le surmoi, entre ce qu'on pense vraiment et ce que la société nous impose, il va y avoir des systèmes de protection mentale. Et le système de protection mentale de la femme, ça va être l'hystérie. Et le système de protection mentale de l'homme, ça va être soit l'abandon, soit le retrait, soit plutôt la combativité, l'ironie ou ce genre de choses. Mais de quel idéal tu parles, pardon? Pas d'idéal, mais c'est les catégories freudiennes. Hein. Moi, je suis pas un amateur de Freud, mais enfin, il a séparé la psyché en trois parties. Le moi, dont notamment le moi et le surmoi. Et le surmoi, c'est tout ce que la société nous impose comme pensée. Voilà. Si la société nous impose une pensée qui est trop loin de ce qu'on est véritablement, forcément, à un moment, le cerveau, il pète un câble. C'est obligé. À titre perso, je parlais pas d'un idéal dans le sens... l'idéal SJW, quoi. Pour ces gens-là, être absolument anti-raciste, anti-homophobie, anti-grossophobie, etc., tout ça, ça constitue un idéal. Et malheureusement, il est inatteignable en tant que... Enfin, l'être d'ouverture complet n'existe pas en ce bas monde. C'est un idéal hystérisant, parce que si on veut se conforter à cet idéal, on est obligé de devenir complètement hystéro, quoi. Mais c'est-à-dire que comme dans tous les systèmes totalitaires, il s'agit d'un idéal d'un homme nouveau, qui n'est pas l'humain tel qu'il est, Toujours. qui est l'humain tel qu'on voudrait qu'il soit. Le problème, c'est que si tu te bases non pas sur le monde tel qu'il est, mais sur le monde tel que tu rêverais qu'il soit, tu es condamné à te planter. Et tu es condamné à faire chier tout le monde, quoi. Oui, aussi. Oui, surtout à détruire les hommes réels, surtout au nom de l'idéal. Et à détruire les femmes aussi, hein, tu vois. Oui. Les hommes avec un grand H. Ouais, voilà, les hommes avec un grand H, ça fout en l'air tout le monde, cette histoire. Voilà, la Ligue du LOL, intéressant sujet. Éventuellement, juste aussi, donc il y a eu cette petite remarque de Martial sur la disparition des espaces masculins, et je souscris complètement à ça. Et je pense en fait que, je sais pas si vous avez regardé dans le détail les articles, mais c'est très amusant. On pousse petit à petit les frontières de ce qu'il faudrait faire, et au départ c'était le patriarcat existe parce que il y existe une supériorité masculine organisée par la loi, etc. Et là, plus on avance et plus on va dans des détails infimes. Le patriarcat vient des boys clubs, mais quand trois femmes sont là en train de discuter pendant 2 heures devant une glace dans des toilettes d'un restaurant, est-ce que c'est une forme d'organisation d'un matriarcat? Non, personne se dirait ça en fait. C'est absurde comme exemple. Radou? Oui, vas-y Radou. Oui, mais pourquoi on pousse les choses encore de plus en plus loin? C'est parce que c'est une structure paranoïaque en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme on cherche un ennemi imaginaire, donc il n'y a pas de limite en fait. La seule limite, c'est la destruction totale de tout, parce que en fait, c'est comme dans le système totalitaire dont tu parlais, Martial, c'est-à-dire qu'en fait, la Russie soviétique, l'horreur absolue, elle a commencé à partir du moment où il n'y avait plus d'ennemis réels, parce qu'à partir du moment où ils avaient éradiqué les vrais gars qui s'opposaient au communisme, en fait, il devait toujours y avoir des ennemis objectifs du système, et donc on a fini par envoyer au goulag des tas de gens qui n'avaient rien fait, mais c'était parce que la théorie disait qu'il y avait toujours des ennemis, parce qu'il y avait toujours des problèmes, et donc comme il y a toujours des problèmes aussi aujourd'hui, comme les femmes ont toujours des problèmes, il y a des ennemis, donc on va éliminer les ennemis, on va tout le temps trouver des problèmes à éliminer. Voilà, Martial? Oui, aujourd'hui, sur cet ordre d'idée, les SJW américains en sont à traquer
les a priori inconscients. Autant dire qu'ils sont dans une chasse au Dahu, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le patriarcat a disparu. Le patriarcat, c'est le pouvoir du père, c'est une société hiérarchique, le patriarcat n'existe pas. Donc les féministes ont apporté une définition nouvelle du patriarcat, qui serait la domination masculine sur le monde économique, sur le monde intellectuel, mais évidemment que les hommes dominent le monde. Esther Villard disait, reprocher aux hommes de dominer le monde, c'est comme reprocher aux marins de dominer la mer. C'est stupide, mais ça n'a rien à voir avec le patriarcat. Et quand on tord la définition, on arrive à un grand n'importe quoi, parce que changer le sens des mots, c'est satanique, hein, au sens étymologique du terme. Bon, et bah très bien, je crois qu'on peut peut-être faire la transition vers la... À moins que Radou, tu veux peut-être... Oui, non, attends, j'ai perdu... Bon, c'est pas grave, j'ai perdu mon idée. Ouais, Mathieu, on va parler de sionisme et d'antisionisme. Alors pourquoi on choisit de parler de sionisme et d'antisionisme aujourd'hui ? Je crois que nous trois, je crois qu'on a le même problème, c'est qu'on nous reproche tout le temps de ne pas parler des juifs. Et donc aujourd'hui on va parler des juifs. Alors, il y a un député La République En Marche qui s'appelle Sylvain Maillard. Tenez-vous bien, il est président du groupe d'études antisémitisme à l'Assemblée nationale. Donc il y a un groupe d'études antisémitisme à l'Assemblée nationale. LOL. Ouais, non, ils ont vraiment... Bah, les parlementaires, c'est un bullshit job, hein. Ils ont plus rien à foutre, puisque tout se décide à Bruxelles, donc ils ont que ça à faire de nous faire chier. C'est exactement comme quand on dit qu'il n'y a plus d'ennemis. Donc ce Sylvain Maillard a proposé de sanctionner pénalement l'antisionisme et non plus l'antisémitisme, comme c'était déjà le cas. La proposition a été abandonnée pour le moment. Je crois que Macron lui-même a déclaré publiquement qu'il ne trouvait pas l'idée très judicieuse. Mais, ils abandonnent cette proposition au profit d'une nouvelle définition de l'antisémitisme, qu'on ne connaît pas encore. Donc il y aurait une nouvelle définition de l'antisémitisme, et qui inclurait peut-être des notions qui se rapprocherait plus de l'antisionisme. Martial voulait peut-être introduire le sujet, alors je le laisse faire. Merci. Sionisme et antisionisme, tu parles de sujets brûlants et casse-gueule. Je crois cependant que ce sont des sujets qu'on peut aborder de manière relativement saine et équilibrée. Tout d'abord, en disant qu'à titre personnel, je suis extrêmement choqué et inquiet quant à l'avenir de notre régime, que je n'ose plus guère qualifier démocratique, ni même de républicain, quand j'entends dire qu'il est même question d'interdire la manifestation de ce qui est avant tout une idéologie politique. Et pourtant, Dieu, Hachem et Allah savent combien, à part peut-être un sioniste militant, il n'y a pas grand-chose qui me gonfle plus qu'un antisioniste militant. En tout cas, quand cette militance s'exprime en France. Si je renvoie ainsi dos à dos ces deux idéologies, c'est qu'elle me gonfle à peu près également, et ceci en dépit du fait qu'Israël est un pays où j'ai vécu et travaillé, où j'ai des amis, où j'ai eu des amours, et le sioniste et qui m'est globalement sympathique. Oui, mais voilà, aussi sympathique qu'il soit, ça n'est pas mon pays. Mon pays, c'est la France. Et à part des coups de latte et quelques bombes artisanales, la France n'a pas grand-chose à gagner à foutre son pif dans un conflit qui ne la concerne en rien. À l'un comme à l'autre, j'ai envie de rappeler que l'argument d'ancienneté que brandissent ce juifs arabes n'en est pas un d'argument. Tant il est vrai que cette terre d'Israël, grande comme 2 départements français, et où poussent en abondance non pas le lait et le miel, comme promis dans la Bible, mais bien le sable et la caillasse, quoi qu'on y fasse un excellent houmous et un pinard pas dégueulasse. Cette terre, donc, si elle a effectivement été prise en partie par les Juifs aux Arabes, avait auparavant été prise par les Arabes aux Anglais, qu'il avait prise aux Turcs, qu'il avait conquise sur les Arabes, qu'il avait reprise aux Francs, qu'il avait conquise sur les Arabes, qu'il avait volé aux Byzantins, qu'il avait hérité des Romains, qu'il avait prise aux Séleucides, qu'il avait prise aux Ptolémées, qu'il en avait hérité des Macédoniens, qu'il avait conquise sur les Perses, qu'il avait eux-mêmes prise aux Hébreux, qu'il avait conquise sur les Cananéens, qui eux-mêmes sans doute l'avaient déjà prise à quelqu'un d'autre. À quand donc faire remonter la légitimité sur une terre, et faut-il rendre à l'Italie l'ensemble du bassin méditerranéen? Argument à la con donc. Aux sionistes militants vivant en France, alors je n'ai rien contre les sionistes vivant en Israël, ce sont seulement des patriotes de leur propre pays, attitude pour laquelle je ne peux avoir que du respect, j'aime à rappeler que, contrairement à la plupart d'entre eux qui n'y foutent les pieds que 15 jours par an pour les vacances, et n'en connaissent pour beaucoup que les lieux touristiques et les plages dégueulasses d'Eilat, leur pays de rêve, moi j'ai vécu et j'ai bossé. Et c'est un pays dur, âpre, rude à tous égards, terriblement séduisant à certains niveaux, c'est bien vrai, mais où néanmoins je n'aimerais pas vivre sur le long terme, ni surtout élever ma progéniture.
Eux non plus, d'ailleurs, les juifs français étant de tous ceux qui font l'Alia, ceux qui y renoncent le plus quand ils se rendent compte d'à quel point la vie israélienne se résume bien souvent à marche ou crève. Et que leur fascination hystérisée pour ce pays, qui leur fait confondre la moindre remarque ou la moindre critique quant à sa politique avec les positions idéologiques de la division d'Astreich, n'est en rien différente de l'attitude de ceux qui, se prétendant français, parlent néanmoins du bled avec des étoiles dans les yeux, en oubliant que leurs parents l'ont quitté parce qu'on y crevait de faim, ou l'ont fui pour ne pas se faire égorger par les barbus. Dans les deux cas, il y a idéalisation d'une terre de vacances lointaine, dont au fond on ne connaît pas grand-chose du quotidien, mais qu'on estime toujours supérieure à cette France dégueulasse, cette France qui a eu le grand tort d'accueillir, de former, d'éduquer, de soutenir et de soigner, le tout gratos, cette chienne donc de France, cette pourriture islamophobe, raciste et antisémite. Oui, Raph. Tu voulais... Oui, quand on parle de juifs français qui font leur alia, ce sont des juifs, ce sont aussi des Français. Et quand ils débarquent en Israël, parce que moi j'ai travaillé avec des feux, je connais très très bien la question, en fait le français il est très attaché au service public, il est très attaché à la grande mamelle de l'État, et quand on débarque en Israël, c'est ultra-libéralisme à tous les étages. Tout coûte cher, puisque vous voulez affréter un autocar pour faire visiter un truc à des gosses ou des machins, faut tout de suite mettre de la sécu, faut tout de suite mettre des trucs. Donc les juifs français sont effectivement ceux qui reviennent le plus souvent de leur alia, parce qu'ils supportent pas l'ultra-libéralisme israélien. Il y en a un tiers qui reviennent dans la première année. Ouais. Les juifs français sont détestés en Israël. À ces sionistes donc, et en particulier à ceux qui se réjouissent du projet d'interdiction de l'antisionisme en France, je tiens à rappeler que sur le sol israélien même existent des partis et des mouvements antisionistes et qu'ils y sont tolérés. Parce que malgré tout, Israël est un pays démocratique, et un état de droit, et un pays libéral à tous les sens du terme. Aux antisionistes militants, j'aime à demander ce qu'ils foutent encore ici et comment il se fait qu'ils soient en train de faire chier un jour de Shabbat de paisibles juifs français au lieu d'aller jeter des cailloux à Gaza. Il faut dire qu'ils ignorent le plus souvent que tous les juifs ne sont pas sionistes, que tous les sionistes ne sont pas juifs, que nombre de juifs religieux, c'est-à-dire bande d'imbéciles, ceux auxquels vous vous en prenez le plus souvent parce que ce sont ceux qui, grand chapeau et manteau noir, ressemblent bel et bien à Rabbi Jacob, que nombre de juifs religieux donc ne sont pas sionistes, voire peuvent être violemment anti-sionistes. À ces mêmes militants qui parlent d'un régime d'apartheid, je rappellerai que la plupart des citoyens israéliens, arabes et ou musulmans sont parfaitement satisfaits de leur sort, qui n'échangeraient pour rien au monde. Il y a dans le lot des Druzes, des Baharis, des Maronites, et pas mal d'autres personnes qui, ayant déjà goûté au charme du statut de dhimmi en terre d'islam, n'ont pas forcément envie d'y revenir. Il y a aussi des musulmans, qui se trouvent tout à fait à leur aise dans un pays qui leur garantit la liberté de culte. Je citerai au hasard Walid Aboulafia, qui est juste un des hommes les plus riches d'Israël, propriétaire d'une grande firme d'agroalimentaire, Salim Joubram, juge à la Cour suprême israélienne, l'acteur Ashraf Barom, le footballeur Walid Badir, le diplomate Ali Yahya, ambassadeur d'Israël en Grèce, et j'en passe. Donc petit life hack pour ceux que ça intéresse, quand votre communauté est représentée dans les plus hautes instances de l'État, c'est qu'il y a peu de chances que vous soyez victime d'un régime d'apartheid. Il n'y avait pas beaucoup de noirs parmi les hauts fonctionnaires sud-africains dans les années 70. Alors petite anecdote personnelle concernant mon séjour en Israël il y a quelques années. C'est la première chose qui m'a fait comprendre que la situation était beaucoup moins simple que ce qu'on croit en France. C'était quelques jours seulement après mon arrivée et j'avais vu dans les rues de Tel Aviv 2 cortèges de manifestants qui s'invectivaient. Un des cortèges était composé de juifs religieux, donc le grand manteau, la chemise blanche, la toque de fourrure, etc. Et l'autre cortège, il y avait pas mal de jeunes, dont visiblement beaucoup d'arabes. Alors je croyais que c'était une manif et une contre-manif, pro et anti-palestinienne, et ben pas du tout. Je me suis fait expliquer les slogans par ma copine de l'époque, et en fait, les juifs religieux étaient des antisionistes qui manifestaient contre l'obligation de service militaire, et l'autre groupe, c'était un syndicat d'étudiants arabes nationalistes israéliens qui, eux, manifestaient contre ces religieux, pour dire que le service militaire dans Tsahal, ça devait être pour tout le monde. Alors à partir de là, j'ai jeté mes croyances préétablies aux orties, et j'ai compris que c'était De Gaulle qui avait raison, l'Orient, c'est compliqué. Oui, Ralph. Oui, alors d'abord, merci pour ta chronique. Moi, c'est exactement tout ce que j'ai toujours entendu sur Israël, quoi. Tous ceux qui connaissent disent à peu près la même chose. Et c'est sur le tabou antisioniste ou le tabou antisémite. Voilà. Moi, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Le grand remplacement en France ». J'ai un message sur 10 qui me dit « Putain, Raphaël, c'est vraiment bizarre que tu parles pas des juifs, tu vas pas jusqu'au bout, tu as peur. » Et quand on n'évoque pas les juifs, ou quand on n'évoque pas l'antisionisme, parce que c'est vrai que l'antisionisme c'est quand même le faux nez de l'antisémitisme, hein, c'est quand même pas faux. On est qualifié soit de traître, soit de tafiole. Voilà, ce serait le grand sujet interdit, le grand tabou. Or, pour moi, c'est totalement le contraire.
la question juive en général et la question sioniste en particulier, elle est omniprésente dans ce qu'on appelle la nouvelle opinion publique. On en parle matin, midi et soir. C'est une obsession, c'est une maladie mentale quasiment. Ça nous vient de Soral, ça nous vient de Dieudo. Alors moi, je vais être très clair, le sionisme, que des gens soient sionistes, je m'en bats les couilles à un point qui dépasse l'entendement, ça n'est même pas imaginable. Et alors, le truc dont je me fous encore plus, c'est du conflit israélo-palestinien. J'ai été maté sur Wikipédia le nombre de conflits qu'il y a dans le monde en ce moment. Voilà. Il y a 52 conflits dans le monde à l'heure où je vous parle. Alors la guerre c'est mal, hein, on est d'accord, il faut avoir une compassion universelle pour tous les gens qui souffrent, et ça il y a absolument Florent Brunel. Il y a absolument aucun problème, et les Palestiniens qui souffrent, je leur apporte tout mon soutien, mais ça ne me touche pas davantage, si vous voulez, que la guérilla en Ciscaucasie, la crise burundaise ou le conflit du Kordofan du Sud, quoi. Je vais pas faire l'hypocrite, et en plus, en ce qui concerne la diplomatie française, qui est en pleine déliquescence, ça je suis absolument d'accord, la diplomatie, on avait une des plus belles diplomaties du monde, et maintenant ce sont des tocards. Il y a encore peut-être Yves Le Drian qui tient la baraque, mais bon, difficilement. Mais pour le coup, je trouve que la position française est plutôt mesurée sur la question israélo-palestinienne. C'est une question équilibrée. Alors que veulent les antisionistes, qu'on déclare la guerre à Israël? Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne comprends pas ce qu'ils veulent, voilà. Alors, merci, tu apportes de l'eau à mon moulin, d'autant que c'est quasiment le point que j'allais aborder ensuite. Vas-y. J'y arrive. À ceux qui nous bassinent avec la Nakba, j'aime à dire que les balances de leur indignation sont quelque peu déséquilibrées. Car s'il est vrai qu'on ne peut que s'émouvoir du déplacement forcé de 700 000 personnes environ, il faut tout de même être sacrément gonflé pour en faire le point focal de sa colère, quand à la même période 47-48, 12 millions de personnes ont subi le même sort au Pakistan. Ah oui, mais là c'était des musulmans qui viraient du Pendjab, des hindous, des sikhs et des bouddhistes. Donc je suppose que ça devient acceptable. Ceux qui brandissent la Nakba à tout bout de champ oublient généralement aussi d'autres crimes de guerre, il est vrai pratiqués par les forces arabes, comme le massacre de Kfar Etzion ou encore la destruction du convoi médical de l'hôpital Assada. Bien entendu, il n'y a pas de baromètre à l'horreur, et la souffrance humaine reste la souffrance humaine. Comme le disait Louis XV après la bataille de Fontenoy, le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes, la vraie gloire c'est de l'épargner. Reste que la sélectivité des indignations indique au mieux une méconnaissance de l'histoire, et au pire des motivations fort peu avouables et généralement fort peu rationnelles. Je ne veux pas dire par là que les arguments antisionistes sont toujours absurdes ou délirants. Il y en a des bons. Il y a par exemple le statut d'Arnaud Klarsfeld, qui est à la fois membre du Conseil d'État et militaire au sein de Tsahal. Et ça c'est problématique. Pas parce que c'est Tsahal, mais bien parce que c'est une armée étrangère. Et que bien qu'Israël soit un pays avec lequel nous entretenons des relations à peu près cordiales, ça reste une puissance étrangère. Alors d'ailleurs, petite parenthèse sur Klarsfeld, il a fait son service dans les Magaves, c'est-à-dire dans la garde frontière. Et il s'en est vanté. À sa place, je n'en serais pas vanté. Il faut savoir que les Magaves, c'est là où Tsahal met tous ceux dont on ne sait pas quoi faire. Ni ceux assez costauds pour les unités spéciales, ni assez bons tireurs pour les snipers, ni assez brillants pour le renseignement militaire. Bref, c'est les tocards, c'est les rogatons du recrutement. Alors je comprends aussi très bien ceux qui, n'ayant comme exemple réel de juifs à se mettre sous la dent que BHL et Hanouna, on devienne antisémites. Là, c'est vrai, il y a de quoi. C'est un peu là, comme si la seule... Pareil, j'avoue, et voilà. Attali. Voilà, c'est un peu comme si la seule image qu'on avait de la France dans son ensemble, c'était les animateurs de Canal+. Là, ouais, si c'est votre seule référence, vous pensez automatiquement que c'est un pays de pervers et d'homoncules à épaules de serpent. Ceux-là, il faut qu'ils s'informent un peu mieux. Peut-être même qu'ils poussent la porte d'une synagogue ou d'un centre culturel, ils constateront qu'on y croise dans l'ensemble des gens à peu près normaux. Voilà. Ok, ils bouffent pas de cochon, ils chantent des trucs dans une langue bizarre. Leurs spécialités culinaires sont parfois étranges. Alors, l'apkaïla, j'ai testé et plus jamais ça. Vraiment, désolé pour l'étude, mais c'est horrible. Et les femmes, surtout les séfarades, ont souvent passé la cinquantaine des goûts vestimentaires discutables. Genre la mini-jupe en faux cuir rose avec la ceinture en lamé et le chemisier ultra décolleté fuchsia, oui, c'est possible. Mais à l'exception de ces quelques traits, somme toute mineurs, rassurez-vous, ils ont arrêté de manger des enfants et de se baigner dans du sang de vierge depuis quelques années déjà. Bref, maintenant que je me suis mis tout le monde sur le dos, je peux conclure. Il est légitime, pour un peuple quel qu'il soit, de vouloir une terre, quitte à la disputer à un autre. Ça s'appelle la guerre, et on l'a toujours fait. Il est légitime de se défendre ou d'attaquer l'ennemi. Il est même légitime de tenter d'embrigader dans ce conflit des pays tiers, des nations neutres. C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que tout le monde a toujours fait, ça s'appelle la diplomatie et l'influence. Et c'est, pour prendre Clausewitz à rebrousse-poil, la continuation de la guerre par d'autres moyens. Ce qui, en revanche, est moins légitime, c'est d'exporter ce conflit sous d'autres cieux. Ce qui est moins légitime encore,
à mes yeux, et qui pour moi fait toujours naître une grande méfiance, c'est cette passion du lointain, cette lutte pour ou contre une idée ou une idéologie qui concerne une zone située à l'autre bout de la Méditerranée ou du monde, une manière bien souvent de ne pas avoir à regarder devant sa porte. Pour autant, et malgré tout, je ne pense pas que dans un État qui se veut démocratique, il soit bienvenu d'interdire une idéologie, quelle qu'elle soit. D'abord parce que ça va à l'encontre des principes même de la démocratie, et ensuite parce que c'est absolument inefficace, et c'est surtout contre-productif. Si l'objectif était de jeter de l'huile sur le feu, et de dresser plus encore les gens les uns contre les autres, on ne s'y prendrait pas autrement. C'est une manœuvre mortifère, c'est un piège, dont le but est clairement de créer plus de conflits encore au sein de la population française, de la part d'un gouvernement aux abois, qui cherche plus que jamais à diviser pour tenter, sinon de régner, du moins d'exister encore un peu. Alors pour détendre l'atmosphère, je vais conclure par une petite blagounette, jadis entendue à Tel Aviv. C'est deux vieux juifs israéliens qui parlent. Il y en a un qui dit à l'autre « Oh mon pauvre, depuis que je me suis abonné à Haaretz et au Times of Israel, je ne dors plus, je comprends tout par avolo, c'est la cata, on va disparaître. » Et l'autre dit « Mais il faut arrêter de lire la presse sioniste. Moi je lis plus qu'égalité réconciliation, ils me disent tous les jours qu'on domine le monde, depuis je vois la vie en rose. » À vous, Raph. J'adore. Bah, sur la question de la double allégeance, tu as parlé d'Arnaud Klarsfeld, qui est avocat et conseiller d'État. Alors en effet, un conseiller d'État qui a fait son service militaire dans une armée étrangère, c'est extrêmement problématique. Ça, je suis tout à fait d'accord. On a eu aussi le précédent de Manuel Valls, qui a dit qu'il était éternellement lié à Israël, ce qui est quand même extraordinaire de la part d'un dirigeant français, mais tout ça, c'est du folklore. Manuel Valls n'est éternellement lié à rien. Il est éternellement lié à ses intérêts. Il est éternellement lié à ses intérêts, c'est le mange-merde par excellence, quoi. Ce type est le plus gros opportuniste de la Terre, mais cette idée de double allégeance du juif n'est pas née avec le sionisme, hein. C'est un argument antisémite. On a toujours soupçonné le juif d'avoir une double allégeance, d'être une nation à l'intérieur des nations. Effectivement, c'est d'ailleurs une vraie question. Joue-t-il contre les intérêts des nations qui les hébergent, pour leurs intérêts? Ce sont des vraies questions, mais le sionisme ne change rien à l'affaire, quoi. Radou. Non, par rapport à ça, justement, il y a eu des analyses très intéressantes sur le rôle et l'importance des Juifs, justement, en Allemagne dans les années 30. Et c'est-à-dire, la grande erreur de Hitler a été justement d'être antisémite, parce que la plupart des Juifs allemands de l'époque étaient farouchement pro-allemands et patriotes, en fait. Je veux dire, j'aime beaucoup ce livre Considération sur Hitler de Sébastien Hafner, qui était un best-seller des années 70 en Allemagne. Et une des erreurs fondamentales politiques des nazis, ça a été de s'aliéner des patriotes convaincus qui étaient les Juifs allemands, en fait, et qui n'avaient pas compris qu'est-ce qui se passait, pourquoi est-ce que tout... alors qu'en fait ils avaient combattu dans la première guerre et ils adoraient l'Allemagne, en fait. Je peux vous dire qu'en privé les Juifs ils kiffent Marine Le Pen et compagnie, hein. Mais bon, est-ce que je peux... Alors peut-être... dire quelque chose. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais. En fait, je pense que tu as fait une chronique assez intéressante, Martial. Tu as rappelé un certain nombre de points vraiment pertinents. Là où c'est très difficile, en fait, et là où c'est très casse-gueule, et je pense que c'est en grande partie pour ça que le débat est électrique en France sur tous les sujets, concernant le sionisme, d'une manière générale, les Juifs, c'est qu'on a cette espèce le système juif, comme le système musulman d'ailleurs, dépasse le cadre de la religion pure, en fait. Exactement. Il s'étend aussi sur la vie de tous les jours, il s'étend sur le politique, en partie en tout cas, et je pense que c'est ça qui en fait crée des tensions. C'est pas la dimension religieuse pure, en fait. Ce que font les Juifs quand ils vont à la synagogue, honnêtement, je pense que tout le monde s'en fiche à peu près, en fait. C'est pas ça qui pose le problème. Le problème vient de tout ce qui est connexe à ça. Et en l'occurrence, là où j'ai du mal à comprendre un petit peu pourquoi on attaque systématiquement l'idée juive, et je dis ça, je suis sorti pendant un peu plus d'un an avec une jeune fille juive, c'est que il y a beaucoup de juifs, en tout cas je dirais que c'est l'immense majorité, sont extrêmement discrets, en fait. Je revendique absolument pas comme juif, et en cela, quelque part, et je pense que une grande partie de la préférence que peut avoir un certain groupe, peut-être plus dans l'élite française, pour les juifs par rapport
aux musulmans, c'est que contrairement aux musulmans, les juifs ont tendance à essayer d'être discrets. Alors, est-ce qu'ils font quand même passer en sous-main leur message? C'est possible. Ils sont pas universalistes déjà, ils cherchent pas à convertir. C'est peut-être moins visible que les musulmans. Oui, Martial. Alors sur le rapport à la France, il y a aussi un truc. Tu vas dans n'importe quelle synagogue, alors en particulier les réformés, hein, mais normalement dans à peu près n'importe quelle synagogue un jour de Kippour, et tu constateras que on va prier l'Éternel pour lui demander de bénir la France. Mhm. Et pour le remercier d'avoir donné aux Juifs cette terre la possibilité de vivre dans cette terre de France qui les accueille et qui ne les persécute pas. Donc il y a aussi un aspect très lié à la République. Parce que c'est aussi la République qui les a sortis de la minorité légale dans laquelle ils étaient. Aujourd'hui, c'est un truc qui nous semble évident, mais il faut bien se rappeler que au 19e... Napoléon, merci. Oui, voilà, merci Napoléon. Et avant lui, le duc de Clermont-Tonnerre. Il y a eu donc ce fameux discours sur la première République du duc de Clermont-Tonnerre. Que donnons-nous aux Juifs en tant que nation? Rien. En tant que citoyens français, tout. Et il y en a beaucoup qui ont pris ça à la lettre et qui en ont fait une passion. Il y a une vraie passion française. Et ce qui en reste aujourd'hui, c'est des mecs comme Zemmour. Qui ont un vrai patriotisme. D'autant que, au XIXe siècle, à part la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, partout ailleurs, les Juifs, c'est des citoyens de seconde zone. Pour en venir juste un point sur le Concordat, ils ont aussi fait des concessions au moment du Concordat. Quand Napoléon leur propose d'intégrer le Concordat, c'est pas sans condition. Et les conditions, c'est vous vous intégrez, vous êtes des citoyens français comme les autres. Les jugements des rabbins pour les affaires de droit civil, c'est fini. Vous passez par les tribunaux communs. La halakha, donc la loi juive, ça s'applique pour vos affaires entre vous, mais par contre, donc pour tout le droit commun, vous passez par les tribunaux français. Bref, vous devenez comme tout le monde. Et ils ont dit banco. Ils ont accepté. Ouais. Vas-y, Radou. Oui, je disais que Moss, par rapport à ce que tu avais dit sur la religion pure, enfin la religion serait définie uniquement par des croyances. Non, c'est-à-dire que ça, c'était une définition de la religion, une des définitions possibles, et c'est une définition minoritaire, parce que les religions sont beaucoup plus souvent des orthopraxies que des orthodoxies. Donc, doxa, opinion droite, orthopraxie, ça veut dire la pratique correcte. Donc, beaucoup de religions, et la religion juive et la religion musulmane, sont plutôt des orthopraxies. Et même, d'ailleurs, c'est pour ça que dans le judaïsme, si tu ne crois pas en Dieu, mais que tu continues à faire les rituels, c'est ça ce qui compte, parce que c'est la pratique. Ouais, oui, tout à fait. Et c'est pas comme l'apostasie en islam. L'absence de croyance chez les juifs n'exclut pas la personne de la communauté juive. Oui, mais... Ce qui exclut, c'est l'absence de pratique. Mais de la même manière que ce qui exclut en islam, c'est de ne pas faire la prière, c'est vraiment de ne pas faire les piliers de l'islam. Après, ce que tu crois vraiment en islam, ça aussi, ça te regarde en fait, plus ou moins. Mais si tu vas pas pas accomplir les obligations rituelles, c'est là où ça va être... Si tu tiens des propos mécréants, c'est compliqué. Oui, c'est quand même très compliqué. Bien sûr, oui, ça va être compliqué aussi. Si tu renies véritablement... Parce que plus, le problème, c'est que tu incites les autres à renier, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça qui fait que, du coup, il y a une punition pour ça. Mais, donc voilà, mais ce que je voulais souligner aussi, c'est que mes réflexions d'il y a déjà une dizaine d'années sur le pourquoi des tensions intercommunautaires, ce ne sont pas des raisons religieuses, c'est qu'il y a un fondamental... anthropologique, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le problème de l'endogamie, en fait. Les communautés humaines, quand on parle tellement du vivre ensemble, blablabla. Le vivre ensemble, d'une façon anthropologique, entre des communautés humaines, c'est l'échange des femmes. C'est simple. Dans l'histoire de l'humanité, les hommes, échangeaient leurs sœurs, ils devenaient beaux-frères et ça faisait une même communauté. Eh bien, vous voyez que tout de suite, le problème... et ça, je veux dire,
le problème de l'endogamie à la fois musulmane et aussi juive, parce que en fait l'endogamie c'est le refus de l'exogamie, et la société française anthropologiquement est une société exogame. Et le christianisme, le catholicisme en particulier, pousse à l'exogamie tout le temps. Alors, il ne faut pas épouser sa cousine, enfin, même si ça a été pratiqué aussi en terre européenne. Mais alors que le mariage musulman par excellence, c'est le mariage favorisé, c'est le mariage avec la cousine. Ouais, mais en islam, une musulmane n'a pas le droit d'épouser. Exactement. Donc c'est un non-musulman, et chez les juifs, n'en parlons même pas, puisque la judaïté se transmet par la mère, donc c'est très, très compliqué. Et voilà. Donc c'est pas exogamique. Clairement. Oui, mais c'est pire que ça, parce que en plus, si les hommes musulmans ont le droit d'épouser des non-musulmanes, ils ont le droit. Ils ont le droit d'aller chercher des matrices. Mais à l'inverse, voilà, c'est la doctrine conquérante par la doctrine conquérante absolue, quoi. Et donc forcément, anthropologiquement, quand tu as en face une société exogame comme la société européenne, tu peux pas ne pas avoir de tension, parce que ça clash totalement au niveau le plus fondamental, qui est le véritable niveau du vivre ensemble, en fait, normalement. Vous voyez, Martial? Après, je dirais quand même, la différence fondamentale qu'il y a entre le judaïsme et l'islam, c'est que le judaïsme a une très grande plasticité. Et une très grande plasticité qui vient en particulier de l'aspect talmudique. Alors le Talmud, c'est un grand fantasme dans les milieux antisémites. T'as des fameux trucs du genre « Renoncez-vous au Talmud » qui définit les non-juifs comme des bêtes, qui est une connerie absolue. C'est-à-dire qu'il faut être très ignorant de ce qu'est le Talmud ou très malhonnête pour proférer des choses de ce genre. Faut bien comprendre ce qu'est le Talmud. Si vous prenez une page de Talmud, en fait, au milieu, vous avez 3 petites lignes de texte biblique, et puis autour, vous avez des commentaires, puis autour, vous avez des commentaires des commentaires, autour, vous avez des commentaires des commentaires des commentaires. Et ceci écrit sur 3 millénaires environ. Donc, en fait, c'est un forum Internet. Avant Internet. C'est un lieu où chacun raconte la sienne. Alors, quand je dis chacun, c'est des érudits, hein, des mecs reconnus, mais où, au final, si vous cherchez un avis qui vous arrange, vous le trouverez. Et donc, dire « le Talmud dit ça », c'est faux. Il y a un mec dans le Talmud qui dit ça. Et dire « renoncez-vous au Talmud qui définit les non-juifs comme des bêtes » revient exactement à la même chose que de dire « renoncez-vous à Facebook parce que tonton Arthur il a tenu des propos racistes il y a 6 mois ». Mais donc, je vais finir rapidement là-dessus. Ça a permis aussi aux communautés juives de se trouver des justifications religieuses à peu près tout et n'importe quel mode de vie. Oui, Radou. Oui, mais je pense que cette plasticité-là, pour défendre aussi quand même de l'autre côté l'islam, elle est valable aussi pour l'islam. C'est même un des problèmes, parce que finalement, tu peux avoir des fatwas pour tout, pour n'importe quoi, parce que les fatwas, c'est quoi les fatwas? Parce que tout le monde est obsédé par ça, mais les fatwas ne sont pas des oukases. Ce sont des avis juridiques qui ne lie personne, c'est-à-dire que personne n'a l'autorité, ce qu'on appelle en droit l'autorité de la chose jugée. Donc en fait, t'as un mec qui donne sa fatwa, son avis, un autre qui donne son avis, et puis finalement, ça n'engage que celui qui écoute l'avis finalement, s'il veut suivre l'avis de ce gars-là ou pas. Donc il y a une plasticité aussi en fait, mais bien sûr qu'elle est encadrée, mais on retrouve cette plasticité-là. Voilà, pour être juste. Enfin, pour être un peu juste aussi avec la tradition musulmane, je dirais aussi malheureusement qu'il y a aussi une plasticité, parce que finalement, personne ne peut trancher aussi. Voilà. Judaïsme et islam possèdent une dimension, un juridisme, partagent un juridisme particulièrement fort, qu'on connaît moins dans toutes les branches du christianisme. C'est même quelque chose qui nous semble un peu délirant, quoi, d'aller ergoter pendant des heures et des heures sur des questions microscopiques. Dans le christianisme, on s'en fout un peu, et ça peut, oui, désarçonner, hein, quand on s'intéresse au judaïsme et à l'islam, on comprend pas trop. Alors oui, sur le juridisme, cherchez sur internet, la vidéo existe peut-être encore. Une fois, j'étais tombé sur un truc de 2 rabbins qui débattaient pendant plus d'1 heure pour savoir. Parce que bon, tout le monde sait, bien entendu, hein, que le matin, il faut mettre sa chaussure droite avant sa chaussure gauche, sinon c'est péché. Mais qu'en est-il des chaussettes? C'est-à-dire que, est-ce que vous devez mettre votre chaussette droite, puis votre chaussure droite, ou votre chaussette droite, puis votre chaussette gauche, puis votre chaussure droite, puis votre chaussure gauche? Voilà. Qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché là-dedans? Il y a des mecs que ça passionne.
C'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, ouais. Ouais. Vas-y, Moss, ouais. Oui, non, bon, là-dessus, je pense qu'il faut qu'on avance aussi. On peut pas passer toute l'émission sur le sujet. On va continuer à parler J'ai des juste un petit truc à dire parce que j'ai quand même l'impression qu'on est un peu univoque sur le sujet là. Et du coup, je voudrais apporter un petit peu une sorte de petit moment de réconfort pour tous les musulmans qui nous écoutent et qui se disent que ce Café des Hommes est décidément un repère du sionisme. Non, ce n'est pas le cas. À titre personnel, je fais, en tout cas, en ce qui me concerne, sans aller jusqu'à défendre l'islamisme contre le sionisme en disant que l'un serait mieux que l'autre, je pense qu'il faut aussi raison garder et qu'il faut se méfier des deux, mais qu'il y a des problèmes chez les deux, malheureusement. Alors, moi j'ai du coup une expérience un petit peu différente peut-être de celle de Martial. J'ai passé quelques années de ma vie, plutôt quelques mois que quelques années, dans à peu près au même endroit que Martial, juste un tout petit peu au nord, dans un pays qui s'appelle le Liban. Pays tout petit, vraiment. En termes de département français, je sais pas combien ça fait, mais probablement que ça fait un département français, quelque chose comme ça. Très beau pays, et pays qui a été ravagé par la guerre à plusieurs reprises, notamment dans des guerres envahies par Israël. Alors, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à être dans un éloge complet du sionisme. J'essaie de faire la part des choses, de garder les éléments des bons côtés dans tous les sens. On n'a pas fait l'éloge du sionisme. Il n'y a pas d'éloge. Moi, je suis ni sioniste ni antisioniste, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc ce que je voudrais juste clarifier, c'est que me concernant, j'ai une vision tout aussi critique de l'un que de l'autre. Je ne donne de blanc-seing à personne. Et donc ce sera en vain qu'on me contactera, surtout toi Momo, jeté à l'œil, ce sera en vain qu'on me contactera pour me dire que j'ai soutenu du sionisme. Vraiment non, je crois qu'il faut être honnête, et chacune des deux visions a ses défauts. Donc voilà, c'était juste pour clarifier ma position. Ralph. Alors peut-être, si on veut conclure sur le sujet du sionisme, je vais peut-être apporter une belle conclusion. Alors ce sera Martial qui apportera la conclusion du coup. Parce que qu'est-ce qui se cache derrière le délire de l'antisionisme en France ? C'est l'idée que les Juifs contrôlent le monde, c'est l'idée de la surreprésentation des Juifs et de la surinfluence des Juifs, faut pas non plus se cacher. Et c'est quelque chose qui en effet se discute. Oui, c'est vrai. Les Juifs sont à la pointe dans de nombreux domaines et ils ont la particularité de se coopter les uns les autres. Ils sont omniprésents dans la politique. Ils sont omniprésents dans le journalisme, ils sont omniprésents dans les sciences, ils sont omniprésents dans la finance, et tout ça pour une raison extrêmement simple. C'est parce que les Juifs travaillent. C'est un peuple qui se forme depuis 4000 ans à la rhétorique et à la réflexion intellectuelle, notamment à travers des exercices de commentaires du Talmud dont a parlé Martial, et qui est une formation pour l'esprit... C'est colossal, c'est colossal au niveau formateur, et parce qu'ils sont solidaires, parce qu'ils ont un esprit de corps. D'ailleurs, pour les gens que la question du Talmud intéresse, n'allez pas voir les vidéos complotistes où on explique que les Juifs autorisent de violer les fillettes de 7 ans et ce genre de conneries. Vous achetez l'élu de Chaim Potok, qui est prix Nobel de littérature, je crois. C'est justement sur fond de création d'Israël. C'est une amitié entre deux jeunes garçons. Un qui est fils de rabbin orthodoxe antisioniste à l'extrême, l'autre qui est fils de juif libéral et qui va participer à la création de l'État d'Israël. Et ce qui m'intéresse pas trop d'ailleurs dans le livre, par contre, on assiste à la formation du jeune orthodoxe qui fait des commentaires de la Torah, et l'auteur décrit ces séances de commentaires de la Torah. C'est absolument stupéfiant, et vous en apprendrez bien plus que vous-même en allant essayer de lire le Talmud, ou en lisant le rabbin Stenzaltz. Vous lisez Chaim Potok, vous avez absolument tout compris, et vous comprenez pourquoi les feuges sont au sommet du monde. Il y a une phrase de De Gaulle qui qualifiait les Juifs de peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. C'est vrai, et c'est d'ailleurs ce que je souhaite à tous les peuples du monde. Moi, je veux que mon peuple soit sûr de lui-même
et dominateur, et si nous subissons une influence intellectuelle et diplomatique juive, c'est parce que le monde occidental est devenu une serpillière. Quand il arrêtera d'être une serpillière, l'influence de la pensée sémitique juive disparaîtra, ou en tout cas sa surinfluence. C'est un peu j'ai toujours un peu cette métaphore du gros porc qui est assis sur son canapé et qui regarde tous les matins un mec courir, un mec passer devant chez lui en courant, puis il jalouse sa beauté et sa forme, et il se dit, bah tiens, pour que je sois plus heureux, je vais descendre un jour et lui péter les genoux. Je crois pas que ce soit une approche, je crois pas que ce soit une approche saine. Moi, je suis plutôt dans la pensée traditionniste, celle de René Guénon, celle de Fridtjof Schion, celle de Evola, qui fait porter les malheurs de l'Occident, non pas sur l'influence néfaste des autres, mais sur les tares de l'Occident elle-même, que sont le relativisme, le sentimentalisme, l'oubli du divin, l'universalisme et l'impérialisme, bien sûr. Donc, je crois que l'antisioniste est une pensée sclérosante et une pensée dont il faut se débarrasser. Ouais, on cherche un bouc émissaire finalement, c'est une histoire de... Voilà, alors que c'est nos propres turpitudes, c'est notre propre médiocrité qu'on devrait remettre en cause, plutôt que le succès des autres. Alors, j'aurais plusieurs choses à ajouter, alors je vais essayer de faire bref, mais j'ai plusieurs petits trucs. Tout d'abord, effectivement, je te comprends très bien, Moss. Quand tu te retrouves toi-même sur la zone de conflit et que tu vois ce que c'est très difficile de rester neutre. Et sans doute ne le suis-je pas, du fait tout simplement que j'ai vécu des alertes, j'ai eu des missiles du Hamas qui sont tombés dans le quartier où j'étais. Donc quand tu sors de l'abri, que autour de toi tout le verre de la rue est brisé, que tu as une bagnole qui flambe et que tu vois les avions qui partent vers le sud, qui passent au-dessus de toi pour la riposte, c'est très difficile de se dire j'espère qu'ils feront une riposte humaine et en rapport avec l'agression, et pas j'espère qu'ils vont les buter ces connards, quoi. Mais c'est humain, quoi. Après, effectivement, personnellement, je ne me considère pas comme spécialement sioniste, et j'encourage à la plus grande prudence concernant à peu près toutes les sources et tous les mots qui viennent de là-bas. Parce que c'est un conflit dans lequel les deux camps utilisent beaucoup la communication, le mensonge et l'intox, et même les mots dont vous vous servez sont chargés. Alors je vais prendre un exemple de mots chargés. Concernant les territoires qui ont été pris par Israël à la Jordanie en 1967. Si vous appelez ça Cisjordanie, vous adoptez le vocabulaire des Jordaniens. Si vous dites territoire occupé, c'est le vocabulaire palestinien. Si vous dites territoire contesté, c'est le vocabulaire israélien. Alors mon avis, qui n'engage que moi, même si c'est utilisé par certains Israéliens aussi, c'est de dire Judée-Samarie, parce que la Judée et la Samarie, c'est le nom géographique. Et donc c'est une appellation neutre. Sinon, au niveau des propagandes, en gros, vous avez deux grands axes. Il y a la Hasbara et Pallywood. La Hasbara, ça veut dire explication en hébreu, et c'est tout le système de technique et d'opération de com made in Israël, destiné à expliquer et à rendre acceptable, ou en tout cas compréhensible, absolument tout ce que fait Israël. Et souvent en diabolisant l'ennemi. A l'inverse, vous avez Pallywood. Pallywood, c'est donc Palestinian Hollywood, c'est la mise en scène d'atrocités israéliennes qui n'ont parfois jamais eu lieu. Typiquement, on va vous montrer la photo d'un soldat qui menace un gamin, en vous disant salaud de sioniste, sauf que si vous regardez bien le soldat, il a une kalash, donc c'est pas une arme de Tsahal, il a pas une uniforme de Tsahal, et si vous vous renseignez, vous vous rendez compte qu'en fait c'est un soldat turc qui menace un gamin kurde. Donc rien à voir, mais vous allez retrouver la photo dans 40 sites. Autre exemple, vous avez un conflit à Gaza, les journalistes occidentaux visitent tous le même hôpital, rencontrent et interviewent tous le même médecin qui leur parle de trucs immondes. Et si vous cherchez qui est ce médecin, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'est pas seulement Toubib, il est aussi ministre de la Santé du Hamas. Donc c'est pas un reportage auprès d'un urgentiste, c'est l'interview d'un responsable politique palestinien. Alors ça veut pas dire qu'il ment, forcément, mais le fait de ne pas le signaler, ça reste quand même assez louche. Donc, ce genre de choses, que ce soit Hasbara ou Pallywood, vous en avez des tonnes. À un moment, je m'étais amusé à faire une estimation. J'étais arrivé en gros à l'idée qu'un bon tiers de ce que vous avez dans les médias pro-israéliens, c'est de la Hasbara, donc de l'enfumage complet. Et au moins 40 à 50% des photos qui sont reprises sur les sites antisionistes, c'est du Pallywood. Je ne veux pas dire par là que les militants dans un camp ou un autre sont forcément des menteurs, mais c'est souvent les premiers manipulés. Donc méfiance, quoi qu'on vous dise ou qu'on vous montre sur ce conflit, surtout si ça conforte ce que vous pensez déjà, il y a une bonne chance sur deux pour que ce soit un mensonge. Voilà. Concernant
entre guillemets, le génie juif en Occident. Pour ma part, je tiens pour l'idée que ce génie, c'est souvent d'être l'étranger proche. C'est-à-dire d'être celui qui est juste à la marge, juste à la connexion entre la culture occidentale et autre chose. Et je vais vous le faire bref, c'est promis. Petite anecdote concernant ma bonne ville de Montpellier. Au Moyen-Âge, Montpellier était la principale université de médecine d'Europe. Université de médecine qui dépendait de l'évêché. L'évêché catholique. Interdiction formelle de pratiquer la dissection anatomique. Un bon chrétien n'ouvre pas un corps pour voir ce qu'il y a dedans. Mais quand même, les mecs s'étaient aperçus que c'est quand même assez utile d'avoir des médecins qui savent un petit peu ce qu'il y a dans un corps humain. Ça fait de meilleurs médecins. Donc, bien entendu, c'était pas dans le cadre de la fac de médecine, mais parfois, en marge de la fac, dans un petit bâtiment attenant, on apprenait à certains étudiants triés sur le volet que quelqu'un, qui n'est pas catholique, va ouvrir un corps tel jour à telle heure, et si vous prenez des notes, c'est pas péché. Le quelqu'un en question était donc un chirurgien juif, qui était là pour finalement faire le boulot qu'un chrétien ne faisait pas et ne ferait pas, et ça arrangeait tout le monde. Pour la petite histoire, donc la rémunération du médecin en question, il était bien sûr hors de question que l'université très catholique emploie officiellement un médecin juif. Par contre, on pouvait employer des juifs pour des tâches vénielles. Du coup, le chirurgien était le concierge le mieux payé du monde. Et surtout, en fait, il était payé comme concierge, mais de temps en temps, il était appelé pour nettoyer le bureau du recteur. Le recteur oubliait une bourse sur son bureau, et tout le monde sait comment sont les juifs avec l'argent. Le mec l'a volé, et le lendemain, il ramenait la bourse en disant qu'il regrettait son geste, et le recteur, ému par ce repentir presque chrétien, lui disait de la garder. Comme quoi, on peut toujours s'arranger avec les règles. Surtout si le fait de les éviter arrange tout le monde. Voilà. Alors, dernière petite chose, et puis après on clôt le débat du sionisme. Une autre raison pour laquelle il y a une obsession de l'antisionisme en France, parce qu'il y a deux composantes très importantes de la société française, qui est l'extrême gauche, qui représente peut-être 20 à 30% de la société française. Il y a 20% de gens qui ont voté Mélenchon, je crois, au premier tour des présidentielles. Alors pourquoi sont-ils pro-palestiniens? Je cherche même pas à comprendre, puisque je les considère comme des malades mentaux. Et puis il y a les maghrébins, les musulmans de France, évidemment, qui eux sont obsédés par la question israélienne, et je ne leur en veux même pas. Je crois même que c'est normal, mais c'est un aspect qui dément un peu l'idéal de l'intégration républicaine, qui est un dogme. C'est-à-dire que les musulmans restent attachés mentalement et physiquement à leur bloc civilisationnel. Et ils ne supportent pas que les juifs se soient installés sur leur territoire. Ils ont tout à fait le droit d'ailleurs. Ça ne me plairait pas qu'un autre peuple vienne s'installer en plein milieu de l'Europe. Probablement que j'en ferai une maladie aussi. Mais ils ont été grands remplacés. Oui, tout à fait. Mais ça démontre qu'un individu reste toujours attaché, sauf à la marge, ou sauf quand on a face à des minorités très restreintes, un individu reste toujours attaché à son bloc civilisationnel. Et ça valide complètement les théories de Samuel Huntington, notamment. Tu es quand même conscient, Ralph, que tu pourrais retourner quasiment le même argument contre les juifs, en fait. Je veux dire, cet argument... Mais tout à fait, le sionisme, c'est une pensée, c'est un projet colonial. Oui, on pourrait reprocher cette même chose, mais c'est ce qu'on disait. S'il y a eu le concordat avec Napoléon, c'est parce que les juifs sont peu. C'est parce que les juifs sont peu nombreux. Si demain vous débarquez dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous allez vous rapprocher de la diaspora des Français de votre pays. Mais si vous débarquez dans une ville où vous êtes 4 millions de Français, et vous allez vivre comme des Français. Tout est une question de rapport de force. Les musulmans en France ne sont plus une minorité, ils sont une composante de la société française. Pour se faire une idée, les juifs en France, c'est 600 000 personnes, dont la moitié à Paris. Voilà, et on va dire qu'au bas mot, les musulmans, allez, on va dire 10 millions de personnes, peut-être estimation basse, estimation réaliste, je pense. Bon, et bien après ce sujet houleux, peut-être qu'on peut passer à notre dernière partie plutôt sur Nietzsche. Alors, je crois que Radu, tu avais décidé d'en faire une petite chronique pour un peu filer la métaphore, passer progressivement de la Ligue du LOL jusqu'à Nietzsche. Alors, je te laisse le micro, vas-y. Merci Moss, merci. Alors,
qu'est-ce qui se passe avec le vague projet de pénalisation de l'antisionisme et avec le scandale de la Ligue du LOL? Ce projet d'une énième pénalisation, d'une autre tentative pour remplir un vide législatif, c'est encore une énième conséquence de la régression intellectuelle de la France, brillamment analysée par Philippe Nemo dans le livre qui porte le même nom. Ce sont les analyses de ce philosophe politique que je vais réutiliser partiellement ici. Ce projet de pénalisation de l'antisionisme est le dernier avatar du délit d'opinion réintroduit avec les lois Pleven et Guesso. Ces lois ont créé le délit d'incitation à la haine. Donc Philippe Nemo écrit: la notion de provocation à la haine innovait dangereusement en matière de droit, il veut dire. La haine en effet est un sentiment, ce n'est pas un acte, elle n'a pas d'effet extérieur visible. Elle ne peut donc être par elle seule un délit. Constituer en délit la provocation à la haine revenait donc à faire sanctionner par le droit pénal des faits plus ou moins inconsistants et indémontrables. Cela constituait un glissement fâcheux par rapport à la notion d'incitation à la violence. La violence, elle, est un acte visible et extérieur. Et si l'on peut montrer que le violent a agi après avoir entendu ou lu certains propos, on pourra soutenir que l'auteur des propos doit assumer une part de responsabilité dans le délit lui-même. Mais étant donné que la haine n'est pas visible, tant qu'elle ne s'est pas traduite en acte, l'incitation à la haine ne pourra être elle-même que supposée, supputée de façon essentiellement subjective et arbitraire. Un rappel historique s'impose ici. Les sentiments intimes ont été placés hors de portée du droit pénal depuis le XIIe siècle, quand Pierre Abélard, dans sa fameuse éthique, a distingué péché et crime. Le péché est évidemment très grave, puisqu'il peut être puni des peines de l'enfer. Mais il n'est connu que de Dieu seul, qui sonde les cœurs et les reins. Il est donc hors du ressort des tribunaux humains, qui ne peuvent juger que des actes qui troublent l'ordre public de façon visible, objective et mesurable. En faisant cette distinction, Abélard, un des premiers grands maîtres de l'université française, faisait accomplir aux Européens du Moyen-Âge un grand pas en avant et rendait possible à terme le développement des libertés intellectuelles modernes et donc de la science. En effet, c'est grâce à cette distinction que les universités furent autorisées à développer les savoirs nouveaux, toujours suspects au conformisme et orthodoxie de la société extérieure, dès lors qu'il n'en résultait pas de troubles manifestes à l'ordre public. Mais par cet article de la loi Pleven, le droit pénal revenait donc en deçà d'Abélard. Il était sommé de punir des propos n'ayant encore causé de tort à personne et dont personne n'était en mesure de démontrer qu'ils en causeraient. Il était invité à agir en amont des actes, au niveau de la pensée. Il commençait à devenir une police de la pensée. La notion de provocation à la discrimination comportait les mêmes dangers avec une nuance plus marquée d'hostilité à la pensée libre en tant que telle. Donc je finis ma citation, tout ça c'était Philippe Nemo, donc j'aurais aimé vous lire en entier son livre, en tout cas c'est le diagnostic définitif du mal qui ronge la France et qui avance, et lui il avance que le remède est très simple, abolir ces lois scélérates qui ont réintroduit des délits d'opinion sous l'appellation de provocation à la haine. Je veux pousser l'analyse et souligner le paradoxe de cette chasse aux haters qui devient évident avec le scandale de la Ligue du LOL. Le paradoxe, c'est que le sentiment fondamental qui anime tous les chasseurs de haineux, de haters, c'est encore la haine. Mais il s'agit d'une haine spéciale et tout à fait spécieuse. La haine de la haine, ce qui me plaît d'appeler la phobophobie. Alors, les phobophobes, les belles âmes d'aujourd'hui ne sont que des personnes animées d'une haine diabolique de la détestation et qui voudraient passer ainsi pour les personnes les plus aimantes au monde. Cependant, jamais leur haine de la haine ne devient de l'amour. Elle reste une haine ordinaire, voire une sous-haine, une haine de seconde main, gênarde et émasculée, se plaignant d'une voix doucereuse du caractère conflictuel de la vie réelle. Une haine de belles âmes, de celles dont Pascal disait qu'à force de vouloir faire l'ange, elles finissent par faire la bête. Si la phobophobie antiraciste n'est qu'une haine perverse, c'est parce qu'elle n'a pour objet qu'un autre sentiment. Elle ne surgit pas comme une haine normale, saine, celle qui réside dans le mouvement d'éloigner de soi un objet que l'on perçoit comme nuisible. Elle est proprement angélique dans la mesure où elle ne considère pas la nocivité réelle des objets. Le phobophobe n'a pas de corps, il condamne les mouvements d'âme d'autrui, sans s'interroger sur le bien fondé de l'aversion qu'il constate. Le phobophobe n'aime rien de concret dans le monde, des choses discrètes comme la partie particulière où il est né, ou la langue qu'il parle, ou la culture qui le laisse s'exprimer, ou sa communauté de destin historique, c'est-à-dire son peuple. Le phobophobe veut tout embrasser mais étreint peu. Le phobophobe
comme la jeune fille théorisée par Tikkun a déclaré la guerre à la guerre. Cependant, ainsi sublimée, sa haine trouve d'autant plus de haine à combattre. Les haines de ceux qui aiment véritablement quelque chose, qui s'y attachent et qui ne veulent pas les voir périr. La phobophobie se déploie malignement sur le constat de cette injustice qu'est l'amour véritable. Car aimer en vérité, c'est s'attacher injustement, unilatéralement, à un être précis, à une terre délimitée, à une culture particulière, à une œuvre d'art unique. Celui qui aime... L'amour est discriminatoire par essence. Exactement, c'est ça. L'amour est une injustice. Tu choisis quelque chose parmi... Donc, celui qui aime tout et tout le monde n'aime rien ni personne. Toutefois, lorsque l'on aime réellement, lorsque dans le grand bazar qu'est le monde, on élit une personne, un pays, une langue, et on en fait tout pour soi-même, alors on craint pour ce qu'on aime. Et on déteste tout ce qui pourrait lui nuire. C'est à ce tournant que vous attend le phobophobe, l'antiracisme à la bouche, pour vous semer de ne rien détester en particulier, c'est-à-dire, en fait, de ne rien aimer en particulier. Le phobophobe a le cœur sec, et son indignation vertueuse n'est que le cri de désespoir de la vacuité de son âme. Et si vous résistez, si vous persistez dans cette injustice criante vis-à-vis de l'universel dont il a plein la bouche, si vous continuez à aimer et donc à défendre ce que vous aimez, si vous dites, comme Albert Camus par exemple, « Je crois en la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice », alors sa haine de la haine devient passionnée et farouche. Le scandale de la Ligue du LOL n'est qu'une purge, une épuration à l'intérieur du parti du bien, que j'appellerais mieux le parti phobophobe. Les membres de la Ligue du LOL, c'étaient des progressistes qui sévissaient à Télérama, à Libération et aux Irréductibles. C'étaient des antiracistes patentés, des chasseurs de réactionnaires, bref, des purs, mais qui sont tombés sur de plus purs qu'eux-mêmes et qui les ont épurés. La nouvelle pureté, c'est bien sûr le combat contre le sexisme, c'est-à-dire humilier et déstructurer toute masculinité traditionnelle et toute solidarité masculine. Les fameux boys clubs, hein, donc ONI, ouais. Or, les membres de la Ligue du LOL n'étaient pas au courant de l'évolution des standards de la pureté morale, ils s'amusaient encore clandestinement comme une bande de garçons, c'est pour cela qu'ils ont été purgés du parti phobophobe, pour faire place à d'autres encore plus serviles, qui seront terrorisés ne serait-ce qu'à l'idée de s'associer entre eux. Je veux souligner, et j'en arrive à Nietzsche, je veux souligner l'utilité de pouvoir et de savoir détester. Contrairement à ce que claironne avec hypocrisie les phobophobes, la haine est une des choses les plus utiles dans la vie. Et je parle de la haine telle que celle-ci est définie par Thomas Hobbes dans le Léviathan, c'est-à-dire le mouvement d'éloigner de soi un objet que l'on perçoit comme nuisible. Sans détestation, on ne sait pas dire non. Un être sous emprise psychologique, un homme ou une femme abusé par exemple, c'est avant tout un être qui ne sait plus détester son abuseur. Développer ce qu'on appelle un syndrome de Stockholm, ou le syndrome de la femme abusée ou battue, c'est être victime et sympathiser avec son ravisseur, au lieu de développer le sentiment logique correspondant à la situation, c'est-à-dire de la haine à son égard. Mais pour développer la haine, il ne faut pas gober les justifications de l'abuseur. Et pour cela, et j'arrive à Nietzsche, il faut avoir une conscience claire de ce qui est bien et de ce qui est mal, en général, universellement. C'est pour cela que je crois que les enseignements de Nietzsche ne sont pas du tout utiles pour faire face à l'adversité. Et du coup, je crois... Pour le coup, ça va être directement une apostrophe à toi, Martial, parce que je ne suis pas d'accord avec une des choses que tu avais écrites à propos de la pilule rouge. Donc, le premier principe de la pilule rouge, c'est un homme qui a pris la pilule rouge ne juge pas plus les choses, les gens en termes de bien ou de mal, mais en termes de rapport de force. Je continue, je te cite jusqu'au bout. Vous avez compris que le monde est bien plus complexe et qu'il n'y a ni bien ni mal, juste des croyances et des intérêts opposés. Vous avez compris que vos ennemis sont ni fous ni méchants et que chacun croit être le gentil de sa propre histoire, qu'il n'y a ni ennemi ni allié éternel, juste des rapports fluctuants et des intérêts qui varient au fil du temps. Que l'histoire n'est pas morale et qu'elle est véritablement écrite par les vainqueurs, que le monde dans son ensemble est injuste et qu'il écrase des faibles. Bon, il y a à peu près un petit peu la même idée dans les 20 principes pilules rouges. Bon, formulé un peu différemment. Bon, mais je passe. Bon, en tout cas, pour moi, c'est pas du tout le premier signe qu'on a pris la pilule rouge. Alors là, je crois que tous les mots de ce passage sont faux et affaiblissent en fait l'homme. D'ailleurs, il y aurait plein de manières de démontrer cela, de démontrer que cela ne tient pas la route, à commencer par cette évidence que l'histoire n'est pas toujours écrite par les vainqueurs, mais que les vaincus l'ont écrite beaucoup plus souvent, afin de garder vivant le souvenir de la défaite
pour maintenir l'envie de prendre une revanche plus tard. Mais j'irai à l'essentiel. Si la morale n'existait pas, si elle n'était pas universelle, alors on n'aurait jamais le droit de s'indigner de la trahison de quelqu'un. Si vous considérez que le mal et le bien ne sont pas universels, alors quand un ami vous poignardera dans le dos ou quand votre femme vous trompera, vous devrez prendre cela avec stoïcisme et admirer la force de leur ruse. Mais moi, je crois que l'homme vaut ce que vaut sa parole. Si un ami me trahit, je n'irai pas admirer sa force ou sa ruse ou son intelligence machiavélique. Je penserai juste que c'est un sombre connard, et d'ailleurs, je suis sûr qu'il le sentira aussi, sauf s'il est vraiment psychopathe. Ça, on ne peut pas exclure, bon, c'est possible. Donc, je finis. Rappelez-vous du bossu dans le film 300. L'avorton, là, qui trahit l'armée des Spartiates, et qui dit aux Perses comment les prendre à revers. Si on élimine la morale, et si l'on n'admirait que la force et la victoire, cela reviendrait à dire que cet avorton a été plus fort que Léonidas. Or, c'était justement un faible, et c'est pour cela qu'il a fini par trahir. Cet exemple concret prouve que rejeter la morale et ne respecter que la force et la victoire plongerait en fait l'individu dans des contradictions et dans des désespoirs émasculants. Car en plus d'être trahi, il faudrait admirer non pas la force, mais la faiblesse du traître. Je crois que sans morale, on ne voit justement pas bien le réel. Car la réalité est le tertre sur lequel se déploient les actions des hommes poursuivant leurs valeurs. Sans une compréhension claire des valeurs morales, on ne peut pas discerner le machiavélisme ou le travestissement des valeurs, comme c'est le cas avec la phobophobie dont je viens de parler, qui n'est qu'un gigantesque dévoiement d'une valeur morale, la valeur du respect de la dignité de chacun. Et j'ai fini. Voilà ma provocation, Martial. Ouais. Oui, je suis sûr que Martial va répondre à cette question. Et je voulais rebondir sur d'abord bravo pour ta chronique. Et je voulais rebondir sur Nietzsche. Je crois pas qu'on puisse comprendre Nietzsche si on comprend pas que c'est profondément un auteur réactionnaire. C'est-à-dire que c'est un auteur qui était en colère contre la dégénérescence spirituelle de son époque, et il a construit sa pensée dans la réaction. Et ce qu'on retrouve aujourd'hui, et ce qu'on a peut-être retrouvé dans la pensée pilule rouge de Martial, c'est aussi un peu cette part de pensée réactionnaire dont on a besoin, puisqu'on vit depuis 30 ou 40 ans, non pas dans la morale, mais dans la moraline la plus caricaturale. Je suis d'accord. Mais... Et pour combattre cette moraline caricaturale, on a une grosse tendance d'un retour au biologique, à l'évopsie, parce qu'on a besoin de revenir à des choses solides. L'erreur, ce serait de ne se laisser guider que par la réaction. C'est exactement la même chose aujourd'hui. On a tellement un état rapace, on a tellement un état de corrompu et de psychopathe, qu'on se met à désirer l'ultralibéralisme et le chacun pour soi, alors qu'il y a des tas de choses dans l'État français qui sont extrêmement bien. Moi, je suis un pro-service public, j'aime beaucoup l'administration française, voilà, et voilà, c'est le vice de la pensée réactionnaire. Je crois que c'est le vice de la pensée réactionnaire dans laquelle Nietzsche est tombé quand il a prétendu aller au-delà du bien et du mal. Vas-y, Moss. Oui, je vais pas faire très long parce que je suis presque certain que Martial a envie de parler un petit peu. En ce qui me concerne, oui, tu signales qu'on est dans une période de la moraline. Alors, je dois dire qu'à titre personnel, j'avais tendance à attribuer la moraline à une pensée plutôt marxiste. Et à bien relire Nietzsche, eh bien en fait je crois que c'est Nietzsche le fauteur de troubles dans cette affaire, et c'est Nietzsche qui a créé la moraline en fait, parce que en déboulonnant Dieu et la religion, il a créé une forme de soupe relativiste qui est propice à l'émergence de la moraline. Alors j'ai quelques notes, j'y reviendrai un peu plus tard, mais voilà, donc quand tu dis je pense qu'il faut qu'on sorte de la moraline, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que la moraline a justement été créé par Nietzsche. Alors on peut réutiliser Nietzsche pour créer une contre-moraline, mais on va retomber dans les mêmes travers en fait. Mais le problème de Nietzsche, c'est que moi d'abord je suis pas un adorateur de Nietzsche, je trouve que c'est plutôt illisible. J'ai dû me taper 3 bouquins de ce mec, Par-delà le bien et le mal, Ainsi parlait Zarathoustra et un livre sur Wagner. Le problème de Nietzsche, c'est que quand on lit Nietzsche, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il dit tout, il dit absolument tout et le contraire de tout, à tel point que peuvent se reconnaître dans Nietzsche
à la fois un guénonien et un nihiliste jouisseur comme Michel Onfray. C'est d'ailleurs un auteur qui se résume beaucoup à des slogans dont on tire des petites phrases. Quand il dit Dieu est mort, Nietzsche admirait la virilité spirituelle de l'islam et détestait la dégénérescence spirituelle de l'Occident. Donc on peut très bien, avec le même auteur, défendre toutes les thèses. Et c'est ce que j'aime pas dans Nietzsche, et c'est ce qu'avait dit très bien Martial dans le live, c'est que Nietzsche, c'est un penseur dont il faut admirer la pensée, mais dont il ne faut pas forcément admirer l'idéologie puisqu'il n'en a pas. Donc l'idée n'est pas de penser comme Nietzsche, puisqu'il ne pense rien, mais de penser avec lui, et de s'inspirer de sa puissance intellectuelle. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Radou pour cette très belle chronique. Pour te répondre, effectivement, je ne pense pas que la morale soit naturelle. Je pense qu'il y a bien entendu des grands interdits qui sont à peu près communs, et encore. Je pense que la morale est en partie arbitraire. C'est pas pour ça qu'on peut s'en passer. Autant j'assume pleinement l'aspect en partie arbitraire, autant je pense qu'elle est absolument indispensable. D'où, d'ailleurs, un certain nombre de réflexions sur la possibilité ou pas d'une éthique vitaliste en l'occurrence, sous quelle modalité, comment, je sais pas, hein, c'est une réflexion en cours. Je pense effectivement que la construction d'une morale et d'une morale stricte fait partie des éléments indispensables à la construction de l'individu tout court, et au-delà de l'individu, de la société. À mon sens, il n'y a pas de différence fondamentale entre la grande tolérance et le nihilisme. Pour moi, c'est exactement la même chose. En tout cas, ça mène à la même chose, c'est-à-dire au refus de toute valeur. Mais moi, je conteste l'idée qu'on puisse construire des valeurs. Depuis que Nietzsche est sorti pour dire qu'on doit réinventer des valeurs, etc., personne n'a jamais inventé de valeurs. Ce que je conteste, ce qui est faux dans Nietzsche, parce que ça, pour le coup, c'est un des aspects positifs. Bon, moi, je me suis tapé tout Nietzsche, mais il y a une vingtaine d'années, quand j'avais un enthousiasme d'adolescence pour l'auteur. Et c'est vrai que c'est très stimulant, etc. Et bon, on peut revenir sur la mort de Dieu, sur tous ces thèmes-là, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui, justement, était surtout traumatisé et il a compris que sans idéal, on va avoir des problèmes. C'est qu'une société qui ne se projette pas vers un idéal va avoir des problèmes. Mais l'aspect constructiviste des valeurs me semble complètement délirant. Personne n'a jamais construit de valeurs. Les valeurs, tu les découvres, tu les chéris, tu les rejettes, tu les bafoues, mais personne n'a jamais créé de valeurs nouvelles comme il pensait que c'était possible. Elles viennent d'où alors ? Alors, ça, je n'en sais rien. D'où viennent les valeurs ? On peut avoir une approche métaphysique de la question. C'est-à-dire qu'on aura une connaissance en nous divine du bien et du mal. On peut aussi avoir une approche totalement biologique des valeurs. Pourquoi respecter sa parole ? Pourquoi être solidaire ? Parce que c'est une autre loi de la jungle aussi. On peut plus compter sur les... Enfin voilà. On peut voir la morale comme quelque chose de métaphysique, mais on peut aussi voir la morale comme quelque chose de purement utilitariste aussi. Oui, tu peux tout à fait voir effectivement les grandes valeurs cardinales comme ce qui donne justement de la valeur à l'individu au sein de la société. Ouais. Un homme d'honneur, c'est un homme sur lequel son groupe humain peut compter. Et donc ça profite à tout le monde et ça profite à lui-même. Donc ce n'est pas totalement désintéressé. Ah non, ça augmente considérablement ses chances de survie, de reproduction. Mais personne n'a dit que ça devait être désintéressé, forcément pour que ce soit moral. Ça, c'est une opposition moderne très stérilisante. Personne n'a jamais prétendu que être moral, c'est désintéressé. C'est au contraire. Tu vas vers le bien, c'est ton bien et le bien de tout le monde. Enfin, classiquement, cette opposition n'existe pas. Chez Aristote, l'éthique à Nicomaque, tu
veux ton bien, tu veux le bien de ton ami, c'est la meilleure chose que tu puisses vouloir, et c'est pas désintéressé, c'est dans ton meilleur intérêt, au contraire. Désirer pour les autres ce qu'on désire pour soi-même. Oui, effectivement, il y a pas de, oui, on cherche une opposition où il y en a pas forcément, ouais, c'est clair. J'aurais tendance à considérer comme plus moral, mais ça c'est peut-être moi, une tendance à faire passer le bien du collectif avant le sien propre. Je suis assez d'accord avec le dernier point de Martial. Moi, il y a un point avec lequel je suis pas complètement d'accord, c'est que je pense qu'effectivement, on a essayé dans les dernières années de créer une nouvelle valeur, une nouvelle morale, et ça a été le progrès. La notion de progrès est une forme de nouvelle valeur qu'on essaye d'imposer à tout le monde. Et justement, je pense que le problème principal qu'on a avec la notion de progrès, c'est que c'est une valeur qui est floue, qui est mal définie, qui n'est pas universelle, et tout ça, en fait, vient du fait que c'est une valeur créée ex nihilo. Et justement, c'est tout le problème de Nietzsche, en fait, selon moi. Ralph ? Oui, Nietzsche, que j'aime bien, mais sans plus, d'ailleurs je ferai un petit aparté là-dessus tout à l'heure, c'est peut-être l'auteur qui a fait basculer l'Occident du monde de la dégénérescence, c'est-à-dire du monde sclérosé où on reproduisait des principes sans les comprendre, au monde de la décadence, où on veut brûler les idoles et brûler l'intégralité du passé. Et c'est peut-être un auteur qui a fait la passerelle entre ces deux états. Alors, moi j'attribuerais la responsabilité à Schopenhauer, mais je pense que c'est pas. On peut aussi, mais c'est exactement pareil. Oui. Ouais. Je vais essayer de faire peut-être un petit résumé pour nos auditeurs de la pensée de Schopenhauer et de Nietzsche sur le sujet, parce que je ne voudrais surtout pas qu'on pense sans avoir des choses, quoi. Alors, Schopenhauer est principalement connu, lui, pour l'écriture d'un livre qui s'appelle Le monde comme volonté et représentation, livre qui est un fétiche absolu de Michel Houellebecq, pour ceux qui se poseraient la question. Alors, qu'est-ce qu'il écrit dans ce livre ? Un tas de choses, mais je vais quand même m'attarder sur les deux mots-clés du titre, le mot-clé volonté et le mot-clé représentation. Alors, la volonté, c'est le vouloir vivre, quelque chose une sorte de pulsion de vie, qui pousse à la création, et la représentation, c'est le fait que malgré toute l'objectivité du monde, malgré les sciences, nous ne connaissons du monde que ce qu'il est pour nous, que ce qu'il est possible pour nous de connaître. Et donc, de tout ça, Schopenhauer déduit qu'il existe une unique volonté. Cette volonté, c'est la volonté de vivre, et cette volonté-là animerait l'ensemble des choses. Alors, Nietzsche, il faut le savoir, est un élève de Schopenhauer à la base, et du coup Nietzsche a continué sur la même logique. Alors Nietzsche est fameux pour Ainsi parlait Zarathustra, dans lequel il dit en particulier que Dieu est mort. Alors je vais essayer de vous donner un bref aperçu de qu'est-ce que ça implique, cette mort de Dieu, et puis ensuite on va s'attarder un peu plus en détail sur la mort de Dieu, quelles conséquences ça a, et à titre personnel, je ne suis pas en accord avec l'histoire de la mort de Dieu, donc je vais en parler un petit peu plus loin. Alors la mort de Dieu, l'importance que ça a, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de religion, il n'y a plus d'idéal déjà existant, donc l'homme doit réinventer un ordre moral, et cette réinvention doit partir de lui-même. Et c'est là que Nietzsche invente et conçoit le surhomme, qui est cet homme idéal que devrait atteindre tout homme. Alors, ça se fait par un processus qui est quasiment celui d'une red pillisation, c'est-à-dire qu'il y a un passage que Nietzsche compare au chameau, où l'homme est esclave de son passé et de ses connaissances. Ensuite, il y a une sorte de fureur, l'homme se transforme en lion et il va combattre avec violence tout ce qu'il a déjà appris par le passé. Ce serait la Red Pill Rage de la sphère masculine. Et enfin, l'homme deviendrait un enfant qui reconstruit le monde et qui va construire son propre surhomme. La création du surhomme elle-même est animée par ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Alors ce terme, ça fait partie des termes les plus mal compris peut-être de l'ensemble de la philosophie contemporaine. La volonté de puissance, ce n'est pas juste l'idée qu'on va annexer les Sudètes, c'est surtout l'idée qu'on va lutter pour la vie
ça peut passer par une forme de domination, mais c'est surtout dans un but d'atteindre une sorte de plénitude spirituelle. Voilà, donc ça c'est pour l'explication sur la mort de Dieu, d'où est-ce qu'on vient. Et alors, expliquons rapidement ce que Nietzsche reproche à la religion, et c'est là où j'ai des points de désaccord avec Nietzsche. La première chose qu'il reproche à la religion, c'est l'hypocrisie de la morale, qu'il considère comme étant haineuse. Il considère que toute forme de morale part d'une forme de haine, et je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point. La deuxième chose, c'est que pour lui, la religion nie la pulsion de vie. Quand je parle de pulsion de vie, il faut le comprendre au sens de Schopenhauer, c'est la volonté de Schopenhauer. Selon Nietzsche, la religion nie la volonté, nie le vouloir vivre. Et ça se fait par plusieurs points. Le premier, c'est la dévalorisation du réel. Le second, c'est la répression des plaisirs. Et le troisième, c'est un éloge de la faiblesse. Parce que Nietzsche considère que la religion est très complaisante avec celui qui est dans une position de faible, dans une position de malade, de souffrant, etc., etc. Pour Nietzsche, finalement, la religion est une falsification du réel, une revanche des ratés et des faibles qui ont rabaissé l'homme pour pouvoir mieux élever Dieu. Et je vais finir en vous lisant une citation de son livre Par-delà le bien et le mal. La foi chrétienne est dès l'origine un sacrifice, sacrifice de toute indépendance, de toute fierté, de toute liberté d'esprit, en même temps que servilité, insulte à soi-même, mutilation de soi. La pensée réactionnaire de Nietzsche en action. Nietzsche et Schopenhauer, comme Otto Weininger d'ailleurs, on apprécie tous les trois ces auteurs, ça a quand même la particularité d'être des gros mages noirs. Eux, c'est des mages noirs puissance level 10 000. C'est un peu le point commun qu'ils ont. Et oui, effectivement, le fait qu'il y ait une révérence particulière pour ces auteurs dans la sphère masculine. Moi, j'adore ces auteurs. Moi, j'ai été bercé par Otto Weininger, Schopenhauer, moins Nietzsche, mais c'est qu'il faut en prendre et il faut en laisser. Et d'ailleurs, pour les gens qui m'écoutent et qui suivent ma chaîne, ils ont souvent l'impression que je suis un fanatique de Nietzsche parce que mon nom sur YouTube, c'est Ralph Atustra, qui est évidemment un clin d'œil à Ainsi parlait Zarathustra. Et en fait, ça part d'un délire sur Facebook où quand je mettais des profils un peu lyriques, voilà, où je m'emportais un peu, il y a des gens qui mettaient Ainsi parlait Ralph Atustra. Et donc, j'ai trouvé le truc rigolo. Mais je m'appelle pas Ralph Atustra parce que je suis dans l'adoration de Nietzsche, pas du tout. Moi, par rapport au résumé qui est très bien. Là, je te donne mon certification en tant que diplômé de philosophie. Yes, c'était bien. C'était très bien. Mais ma position par rapport à ça, c'est justement, je crois que il a tort totalement sur le fait qu'on n'aurait plus d'idéal. Moi, j'ai un idéal. Il se résume à la figure christique, je le dis sans problème. Il existe. Dieu n'est pas. Enfin, Dieu est mort, et je dis oui, Dieu est mort. Il est mort, il est ressuscité, si vous voulez. Mais le problème que Dieu soit mort, c'est pas. Attention, tout le monde cite ce passage-là d'une façon tronquée parce que la suite, elle est beaucoup plus intéressante. Dieu est mort, nous l'avons tué, comment allons-nous payer pour ce crime? Parce que tout le monde pense que la mort de Dieu, c'est un truc, c'est arrivé comme ça, il a eu une maladie, je sais pas quoi. Non, c'est la suite qui est beaucoup plus intéressante. C'est nous l'avons tué, c'est ça ce que dit Nietzsche. Et ça, il est beaucoup plus malin que beaucoup de gens qui le citent. Mais oui, la pensée de Nietzsche, c'est un peu comme tous ces penseurs qu'on résume à des slogans ou à des citations. C'est qu'en général, leur pensée est beaucoup plus complexe que ce qu'on essaye de leur faire dire. Oui. Voilà, le surhomme nietzschien, c'est pas celui qui écrase les autres. C'est un peu comme des auteurs aussi comme Marx, bien que je déteste Marx, mais il est quand même souvent un petit peu plus subtil que les slogans auxquels on veut le résoudre. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et c'est aussi le problème de Nietzsche, c'est que c'est un auteur dont tout le monde parle et que pas grand monde n'a lu. Schopenhauer peut-être un peu plus, parce que c'est peut-être une pensée un peu plus accessible. Mais des gens qui se tuent à lire du Nietzsche, j'en ai pas vu beaucoup. Schopenhauer, à mon avis, t'as pas mal de gens qui ont lu des petits trucs simples comme c'est ce que j'ai fait. ou l'art d'avoir toujours
raison. Par contre, le monde comme volonté, comme représentation, il faut se le taper. Hein. Ah, il faut se le Mais taper. Il faut prendre son carnet de notes. il écrit très bien. Je Faut Ah oui, son carnet de notes, ouais. il écrit très bien, mais bon, c'est épais, il n'y a pas d'image. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que beaucoup de gens trouvent dans Nietzsche une sorte de caution pour en fait leur libertinage ou leur égoïsme, voire leur égotisme comme ça, totalement déchaîné ou totalement dépourvu de but. Et ils se disent ah, estampillé Nietzsche, de toute façon volonté de puissance, de toute façon il n'y a pas de morale, de toute façon la morale elle est faite pour empêcher l'effort de jouir de la vie. Et ça, ce résumé-là, malheureusement, il a été quand même un peu promu par Nietzsche. Oui, Ralph? En ce qui concerne le nihilisme, puisqu'on rapproche souvent Nietzsche du nihilisme, je crois pas qu'il faille rejeter complètement le nihilisme, surtout aujourd'hui. Je dis souvent qu'une pointe de nihilisme, c'est un peu... Non seulement c'est la bouée de sauvetage pour survivre au Kali Yuga, mais si on se débrouille bien, c'est même, ça peut même être un yacht avec piscine, pour carrément surfer dessus. Donc, ne pas... Voilà, c'est la tentation réactionnaire. Bah parce que je crois que on vit une époque moderne tellement dissolvante que il faut aussi réussir à se détacher. Il faut aussi réussir à se détacher un petit peu de tout ça et d'avoir une figure de spectateur parfois, parce que sinon on est dans la colère et le ressentiment perpétuel. Et je crois pas que ce soit une attitude très saine. Donc une pointe de nihilisme dans sa vie, ça fait du bien aussi. Bon, ouais, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur le nihilisme. Bah, c'est pas grave. Franchement, c'est Surfing the Kali Yuga. Ouais, moi j'aurais tendance à dire que justement on a besoin plus que jamais d'un retour à quelque chose de concret et de solide, quoi, parce que justement le nihilisme... Oui, mais on a besoin d'un retour de concret et de solide, mais en attendant que ce concret et ce solide reviennent, on est bien condamné à vivre dans le monde. Non, mais pour moi, il n'y a pas d'attente. Moi, j'attends rien de spécial. Je pense que les valeurs sont toujours là. La solidarité, l'amitié, l'entraide, un pour tous pour un. Je sais pas, moi, j'attends rien. J'attends pas la deuxième venue du Christ, ni du Zarathustra. Oui, et puis tout n'est pas mauvais dans le monde. C'est-à-dire que on est surchargé d'actualités qui nous présentent un monde horrible avec des gens horribles, des monstres à trois têtes avec des cheveux bleus pansexuels. Mais la réalité, c'est quand même que la plupart des gens ont encore cette common decency orwellienne et que tout... Total Michel. Voilà. Je suis pas exactement, et d'Orwell tout court. Et puis il faut pas... Moi, je crois que le common decency... Je pense que les gens sont pas la majorité des gens sont pas des gros enculés, quoi, quand même. Moi j'aurais tendance à dire que la common decency c'est les restes, la survivance d'une certaine forme d'ordre moral, mais que cette common decency est vouée à la disparition complète en fait. Enfin, je veux dire, on a 2 ou 3 générations avant que ça ne devienne Sodome et Gomorrhe, quoi. Moi j'ai l'impression que l'homme normal, la personne normale, elle a pas envie de baiser son voisin, elle a pas envie d'écraser son voisin, elle a pas envie de défoncer la planète. Voilà. Non, elle a pas envie, mais elle a envie de jouir. Et elle a envie de jouir. Et elle a envie de jouir sans se soucier des conséquences. Oui. Bien sûr qu'elle ira pas défoncer son voisin, mais si sa jouissance implique le mal pour son voisin, elle s'en cogne. Ah, écoute, quand même, Ralph, je trouve que t'es un petit peu léger sur ce point-là, parce que franchement, moi j'ai l'impression justement, j'ai l'impression qu'on voit une multiplication des... rien que pour prendre un exemple qu'on avait déjà évoqué dans un précédent café, la pédophilie. On est face à un dossier et finalement on pourrait justifier exactement de la même manière. À la limite, il n'y a pas d'ordre moral, qu'est-ce qui m'empêche de... Si mon but c'est uniquement ma propre jouissance. Je suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas d'ordre moral, mais oui, le mouvement pédophile existe. Il y a encore aujourd'hui, on parle de choses ignobles, mais la plupart des gens ne sont pas pédophiles, quand même. Non, mais la plupart des gens continuent à trouver que c'est justement absolument ignoble. C'est-à-dire, donc ça veut dire moi, je crois que la morale, elle sera toujours là. Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire de disparition de la common decency parce que moi non plus. Moi, je pense que c'est parce que du coup, c'est inné. Alors, si c'est transcendant, moi, je crois que en islam, on parle de fitra, mais c'est la même chose dans le christianisme. T'as pas besoin ou même la conception, tu es créé avec les valeurs
morale. Exactement. Et son naturel, et bon, moi, jamais disparaître. Mais par contre, il y a tout un mouvement. Enfin, si, moi je pense que le capitalisme de consommation et la société narcissique, effectivement, c'est une lutte constante pour justement te pousser à la jouissance. Exactement. Parce que ça, et retrouver finalement un certain ascétisme et une certaine justement frugalité et un certain minimalisme. Bien sûr que ce sera toujours révolutionnaire. C'est encore révolutionnaire aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, comme il y a 3000 ans. Le fait de l'homme ne se construit que quand il va au-delà de sa jouissance immédiate, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est contre Nietzsche tout à fait. C'est-à-dire que Nietzsche ne voit pas que justement restreindre sa jouissance, c'est la liberté. C'est ce qu'il reproche à la religion. Il n'a pas compris du tout qu'en fait, le fait de se laisser aller à la jouissance, c'était véritablement une servitude. Ouais. Oui, mais de toute façon, Nietzsche est un homme qui a peu joui de sa vie. En plus, oui. Et qui a une vision de la jouissance tout à fait fantasmé. Tu parlais de Mage Noir, Ralph. Nietzsche a vraisemblablement eu un rapport sexuel dans sa vie et il y a chopé la syphilis. Et je me demande si Schopenhauer c'est pas 0. Je crois que c'est 0 Schopenhauer. Schopenhauer baisait, non. Non, il baisait Schopenhauer, ok. Otto Weininger, c'est 0. Hein. Mage Noir de folie jusqu'à la mort. Moi, je vais vous raconter il y a une anecdote documentée. Je vous enverrai l'article parce que j'avais écrit il y a 3 ans. J'avais écrit un article sur Soumission de Houellebecq qui est paru dans une revue italienne. Peut-être on le mettra dans les fiches peut-être de la vidéo parce que ça peut intéresser des gens. Et en fait, il y a quelque chose de fondamental à savoir sur Nietzsche. Et qui est un peu, c'est qu'il s'est brouillé avec Wagner, tout le monde connaît parce qu'en fait Wagner, il était très protecteur, très paternel, il avait dit que le problème de Nietzsche c'était la masturbation. Il était qu'il fallait en fait il fallait qu'il trouve une femme, et à partir de ce moment-là en fait Nietzsche l'a appris et en fait et donc c'est ça qui a déclenché la brouille avec Wagner, c'est que en fait grosso modo il avait dit arrête de te branler dans ta chambre. Et pour tous ceux qui voudraient désacraliser Nietzsche, lisez son essai sur Wagner après la brouille. Alors, j'ai pas le nom, mais c'est... Oui, le cas Wagner, c'est le cas Wagner. Ah, c'est horrible, on dirait... Oui, le cas Wagner, ouais, on dirait du Stéphane Edouard qui fait des petits coups de pute. C'est minable. Franchement, vous lisez ça, vous dites, mais c'est vraiment minable, quoi. Mais peut-être que c'est tout ça qui fait que Nietzsche est une lecture aussi séduisante quand on est adolescent. Parce qu'en fait, c'est un grand ado. Ouais. Et il est très attachant pour ça. Enfin, moi, je le trouve très touchant, très attachant. On peut être en désaccord avec lui. Bon, il est quand même bourré de talent. Mais il a cette espèce de... il dépasse jamais la crise d'adolescence, c'est ça le problème. Ouais, non, ça, il est toujours dans la posture du rebelle bébête. Ouais, quelque part. C'est l'esprit réactionnaire de Nietzsche, quoi. Ouais, mais ça a son côté séduisant. Je rebondis sur un truc que tu disais tout à l'heure, Radou. Ainsi donc, sur le sujet de la morale naturelle, tu serais rousseauiste plutôt que hobbesien ? Je sais, c'est une provoque. Hein. C'est une provoque bête et gratuite. Non, mais là, pour le coup, c'est pas très clair exactement ce que tu veux me dire. Non, mais rousseauiste... sur la branlette, par rapport à la branlette. Est-ce que tu crois au bon sauvage ? Ah non, ça, non, sûrement pas. Non, mais par contre que... Non, il n'y a pas de... Je pense que les lois morales sont innées, pas d'être bon. Mais par contre, que l'on ait des principes moraux, ça, je pense que c'est inné. Quand on les a pas, on est un psychopathe. C'est vraiment, moi, je pense que la pathologie. Il y a des gens qui n'ont pas de principes moraux, mais généralement, ils vont pas très bien. Oui, enfin, quand tu regardes, par exemple, les cas des enfants sauvages. Ils n'ont pas forcément de principes moraux innés. Ils n'ont pas beaucoup de principes intellectuels tout court. Ce qui montre qu'on se construit finalement beaucoup plus dans le relationnel que... C'est prouvé par les neurosciences maintenant. Si tu n'interagis pas avec le bébé, on sait que tous les cas d'abus, en fait, le cerveau ne se développe pas s'il n'est pas soumis à des stimulations. Si on ne joue pas avec l'enfant, etc. Il y a tout simplement... Ça crée des psychopathes. S'il n'y a pas de... Le cerveau ne se structure pas. En fait, il y a comme... Je lisais des choses, j'adore les neurosciences, mais il y a des choses qui montrent que, notamment Steven Pinker, que vous avez sûrement lu, oui, bien sûr. Quand il explique que finalement il y aurait ce sont des structures tout simplement qui sont présentes dans le cerveau qui seraient en quelque sorte
activer, exactement, comme des applications, comme des caractéristiques d'applications sur ordinateur, pour prendre cette métaphore, c'est qu'il y aurait des structures innées qui seraient activées dans l'interaction avec autrui, avec ses parents en premier, mais qui seraient innées. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, dans le titre en anglais, c'est que The Blank Slate, c'est que le cerveau n'est pas une tabula rasa, que le cerveau, il y a déjà des inscriptions, en fait, et qu'il suffit juste un petit peu justement d'activer avec l'excitation de l'interaction pour que le cerveau déclenche et mette en place ces processus cognitifs et émotionnels aussi. Oui, Ralph. Peut-être pour revenir sur Nietzsche, Schopenhauer et sur la révérence et sur l'idolâtrie dont ils sont l'objet, c'est aussi une preuve d'immaturité, mais d'immaturité nécessaire en quelque sorte. Je serais un petit peu l'inverse d'un anarchiste, je serais un peu un anarchiste de droite, j'ai un dieu et plusieurs maîtres. Et c'est normal quand on est jeune, d'avoir des maîtres. C'est normal de lire un auteur et de le prendre et de se dire bon, il est beaucoup plus fort que moi, je vais fermer ma gueule et puis je vais bouffer tout ce qu'il a à me dire jusqu'au bout. Et vous commencez finalement à grandir le jour où vous réussissez à vous en détacher, vous réussissez à avoir une pensée autonome. Donc que ce soit Nietzsche, Schopenhauer, ou n'importe quel autre penseur du monde, si vous êtes dans la révérence envers un penseur, se méfier des gens qui n'ont lu qu'un seul livre, c'est une phrase de Casanova, je crois. Si vous êtes dans la révérence d'un penseur, Saint Thomas, Saint Thomas, vous avez, c'est que vous n'êtes pas terminé intellectuellement, mais c'est un passage obligé. Mais tu sais que ça, c'est une phrase de Nietzsche, que tu as quasiment paraphrasé. Le bon maître est celui qui t'apprend à se déprendre de lui. Ah oui, mais c'est pas Nietzsche qui a inventé ça. Je veux dire, c'est toute la théorie de l'initiation. Je dirais même que c'est dans les évangiles, parce qu'à la fin de l'évangile des évangiles de Jean, c'est je vous appelle plus mes serviteurs mais mes amis. Il y a un truc en fait il y a un passage les disciples où ça passe tout à coup, les disciples ils les appellent vous êtes mes amis, je vous ai tout et c'est fini, l'initiation elle est finie mais la philosophie grecque ça n'est que ça, l'hindouisme ça n'est que ça aussi. Je veux dire, aussi loin qu'on remonte, il y a cette idée de l'initiation nécessaire qui amène vers la liberté, justement. Tu parlais, Radu, d'abandonner la jouissance et de s'imposer un cadre, et que c'est comme ça qu'on accède à la liberté véritable. L'initiation est un des passages. Oui, mais ça, c'est une idée que je repris c'est Kierkegaard qui a cette phrase merveilleuse, que le contraire du vice, c'est pas la vertu, c'est la liberté. C'est-à-dire que en fait c'est fondamentalement l'ascétisme. Ce que Nietzsche ne comprend pas, c'est que l'ascétisme, le fait de contrôler en tout cas la jouissance, c'est la voie pour la liberté, vers la liberté. En tout cas, parce que le nofap est la voie vers la liberté. En partie, si on veut, mais oui, pour revenir sur les thèmes de Pilule du Rouge, c'est certain. Si tu l'agentivité, the agency, j'écoute trop de trucs en anglais, de la femme, elle est sexuelle, c'est-à-dire que si tu arrives à contrôler tes désirs sexuels, en fait les femmes n'ont pas de prise sur toi. Mais bien sûr, mais moi je dis le nofap pour rigoler, mais c'est un sujet qui est pas du tout drôle. C'est le fait de savoir se maîtriser. Le fait qu'il y ait des tas d'hommes dans le monde occidental qui rentrent chez eux, qui se branlent devant du porno, les mecs qui arrivent à sortir de ça, qui arrivent à sortir de cette dépendance ultra malsaine, ils font un combat sur eux-mêmes qui est pas du tout dont je me moque pas du tout. Il est certain que si Nietzsche avait mieux maîtrisé ses désirs, il aurait écrit les meilleurs bouquins, c'est sûr. Surtout ses rapports avec Lou Andreas Salmer auraient été très différents. On n'envoie pas un copain pour séduire la fille que tu aimes, quoi. Voilà. Le copain qui part avec, c'est quand même pas c'était pas très MGTOW, ça. C'est très très cac. Et se branler toute la journée, c'est pas très MGTOW non plus, quoi. Mais je pense qu'effectivement il faut lire Nietzsche en connaissant sa vie. Quand il dit Dieu est mort, c'est pas Dieu, c'est son père. Ouais, mais il aurait dû tuer sa mère, c'est ça le problème. Il aurait dû tuer sa mère et soigner sa sœur. Parce que... oui, les deux. Et d'ailleurs, il y a cette espèce de malédiction de sa mère, quand, après la mort de son père,
ils sont près du tombeau tous les deux et qu'elle lui dit ton père était un être merveilleux et tu feras la même chose que lui, et il va passer toute sa vie à la fois à observer et à combattre cette malédiction Moss. Bah, c'est exactement la même histoire que Schopenhauer, hein. On retombe sur les mêmes trucs, hein. Schopenhauer, sa mère a plus ou moins poussé son père au suicide, ou enfin elle l'a aidé très fortement. Je sais pas exactement quelle est la version officielle, mais oui, Schopenhauer a grandi sans père. Il a grandi avec une mère qui était extrêmement cupide et qui visiblement appréciait beaucoup la solvabilité, hein, mon cher Ralph. Et, et comment lui en vouloir? Mais il y a aussi, bon, ça c'est toutes les contradictions qu'on a chez les... Oui, quand on va chercher dans la vie des auteurs, on se rend compte qu'il y a énormément de contradictions. Il y a aussi cette haine du faible chez Nietzsche, alors que Nietzsche est faible. Oui, Nietzsche est faible lui-même. Il passe sa vie dans les sanatoriums, et puis il est en train de passe sa vie dans le sanatorium, et il est malingre, et au contraire, il aurait tout intérêt à un monde qui prend soin des faibles, quoi. Et là, c'est un point très important que tu soulèves, c'est que ce qui est faux dans ce que dit Nietzsche, c'est à propos du surhomme, c'est qu'il imagine que le surhomme méprise les faibles. Or ça, c'est une pensée justement d'être malade. Il n'y a que les malades et les malingres en fait qui ont un mépris de la maladie. Le véritable homme fort n'a pas ce mépris, ce dédain justement. Mais ça, il le met trop souvent en avant, et ça c'est immoral et c'est faux. C'est faux par rapport à une vraie personnalité généreuse et forte. Une vraie personnalité généreuse. C'est névrose. Ouais. C'est névrose qu'il a, parce qu'il est faible, il a la détestation du faible. Bon, on va pas faire de psychanalyse de comptoir, mais c'est quand même assez assez criant, quoi. Ouais. Eh bien messieurs, est-ce que nous arrêtons là ce café ? Peut-être qu'il serait temps. Ouais, si quelqu'un veut conclure, mais je trouve que émission formidable. Merci. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas faire 2 heures de plus, quoi. Ouais, mais alors là, déjà, on va réussir à faire moins de 2 heures. Ouais, et bien. En moins de 2 heures, on aura emmerdé tout le monde avec de la philo, on se sera fâché avec les antisionistes, enfin, bref, tout va bien. On s'est fâché avec les Soraliens, on s'est fâché avec les musulmans, on s'est fâché... Avec les sionistes aussi. Ouais. On s'est fâché avec les juifs, on s'est fâché avec les masculinistes... nihiliste adorateur de Nietzsche, on s'est fâché avec tout le monde, c'est bien. Ouais, voilà, c'est cool. C'est cool. Faut savoir, comme on disait, non, viele Feinde, viele Ehre. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur, c'est exactement ça. Radu, c'était un plaisir de t'avoir avec nous pour cette émission. Un vrai plaisir. Encore une fois, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la chaîne de Radu Staonescu. Attention, alors donc, pour le coup, c'est Stoenescu, s'il te plaît. Stoenescu. Il faut lire toutes les lettres. Excuse-moi, mais. Donc n'hésitez pas à aller regarder, on mettra un lien en description, et puis abonnez-vous à sa chaîne également. Enfin, voilà, et moi, je dois un live à Radu. Je tiendrai parole parce que cela fait partie de mes valeurs morales. Et donc on va se faire un live. Merci Ralph. Merci de m'avoir accueilli et merci de m'avoir donné l'occasion donc de parler à vos abonnés du coup et à transmettre le message que j'ai envie de faire passer. Puis je pense qu'on a soulevé des choses très intéressantes et complémentaires en tout cas dans toutes ces discussions. Et c'est à refaire en tout cas. Moi je trouve que ça serait. Oui. Et les gens qui disent qu'on est tout le temps d'accord, non, on n'est pas tout le temps d'accord sur des sujets fondamentaux. Voilà. Bon, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, les pouces bleus. Parlez-en à vos amis. Partagez les vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel auto-da-fé qui sera peut-être consacré à la charge mentale. Au revoir tout le monde. Au revoir. Ciao.